Mesdames, Messieurs, bonjour, je vous prie de prendre place. Il reste quelques places assises, mais pas beaucoup quand même. On n'a pas surdimensionné la salle par rapport au nombre que vous êtes et je m'en réjouis. Le café est encore disponible au besoin. Je suis Anne-Marie Jean, vice-présidente de l'Eurométropole en charge de l'économie et de l'emploi et je copilote ce programme autour de la rénovation énergétique du bâti et du recyclage réemploi des matériaux du BTP avec ma collègue Nathalie Jean Poc-Bertrand, vice-présidente également à l'Eurométropole, qui s'exprimera en fin de séquence. Ravi de retrouver ceux et celles d'entre vous qui faites partie de l'aventure depuis qu'on l'a lancée il y a 4 ans et qui participent régulièrement à nos rencontres. Bienvenue également à celles et ceux qui sont là pour la première fois cet après-midi à l'occasion de cette réunion que nous allons consacrer à la question assurantielle. Depuis qu'on a commencé à travailler sur la question de l'économie circulaire du BTP, cette question de l'assurabilité des matériaux de réemploi s'est tout de suite posée. Elle n'est pas simple. On n'a pas voulu en faire un préalable parce qu'il faut travailler de front sur tous les sujets pour pouvoir avancer. Mais au fur et à mesure que d'autres sujets avancent, que des plateformes se constituent, que des habitudes de travail commencent à naître, que des porteurs de projets mettent des critères d'obligation d'utilisation de matériaux de réemploi dans leur chantier, eh bien, il faut bien que cette question, on arrive à avancer dessus aussi. Et donc, je me réjouis d'avance des débats des échanges qui vont avoir lieu en table ronde cet après-midi avec les experts que nous avons sollicités sur le sujet. Alors, je voudrais d'abord remercier les différents partenaires de notre série d'événements. C'est pas joli, mais je vais le tourner pour pas les oublier, ça tombe bien, les logos sont là. La région Grand Est, l'ADEME, Envirobat Grand Est, et puis particulièrement pour donc, le sujet de cet après-midi, Aléa Risque et AQC, le tout étant sous l'égide de l'Eurométropole et la petite équipe que vous connaissez, et notamment Fanny Angial qui est à ma gauche. Sur le pourquoi de tout ce travail, juste pour remettre en perspective les choses, plutôt pour celles et ceux qui ne sont pas coutumiers de notre sujet, la métropole de Strasbourg est engagée de longue date sur l'économie circulaire en général et sur l'économie circulaire du BTP en particulier. Il est clair qu'on ne peut pas travailler efficacement sur l'économie circulaire si on laisse de côté le sujet du BTP. C'est pas forcément celui qui, au poids, est le plus porteur de valeur, mais clairement, en termes de volume, et on le comprend bien dès qu'on pense au programme du NPNRU, des destructions de vieilles barres, reconstruction d'autres choses, ça fait vite des très gros volumes. Donc on ne peut pas se dire qu'on est une métropole engagée dans l'économie circulaire et se contenter, même si c'est important, de recycler les vélos épaves, de recycler les matériaux informatiques, de recycler le textile. Tout est important, mais on ne peut pas faire l'impasse sur les matériaux du BTP. Donc on a décidé de lancer ce chantier que nous portons en partenariat avec la métropole de Toulouse qui avance à peu près au même rythme que nous sur le sujet. Elle a même démarré un petit peu avant nous et avec laquelle nous avons un accord de réplicabilité que nous avons signé en juin de l'année dernière et qui nous permet de nous faire bénéficier mutuellement des travaux que nous menons, des avancées que nous faisons, des erreurs qu'on peut commettre et pour éviter que l'autre fasse les erreurs que l'un a pu faire pour avancer mieux collectivement sur ces sujets. On constate bien depuis que nous sommes engagés là-dessus que ça concerne une multitude d'acteurs. Bien sûr, nous, la métropole qui donnons l'impulsion, la métropole qui sommes aussi commanditaires de travaux, mais on n'est pas les seuls et on s'est bien rendu compte en démarrant dessus qu'il ne suffisait pas de prescrire l'utilisation de matériaux de réemploi pour que ça se fasse. Et surtout d'ailleurs que ça se fasse avec de la réutilisation de matériaux locaux. Pour la petite histoire que j'ai déjà racontée dans ce cadre, l'un des premiers chantiers sur lesquels on l'a prescrit autour de la rénovation du bâtiment ex-clinique ORL dans le cadre du projet NextMed, on a scrupuleusement prescrit des matériaux de réemploi, moyennant quoi on a utilisé des matériaux de réemploi venant des Pays-Bas. Bon, c'était toujours mieux de faire du réemploi venant d'un peu loin que de prendre du matériel neuf en termes de consommation de ressources. Et c'était quand même pas très satisfaisant, d'autant que du matériel de réemploi, on n'est quand même pas dans un désert ici, et il y aurait eu si les filières étaient déjà constituées et organisées. C'est ça qui nous a conduit à prendre le sujet, non pas par le côté de la commande publique en premier, mais vraiment par le côté structuration de filières, association de l'ensemble des acteurs, pour créer ensemble les filières et les métiers également associés,
Déconstruire, ça n'est pas la même chose que démolir, faire une déconstruction propre pour faire en sorte que les matériaux soient réellement réutilisables. C'est pas du tout la même chose qu'envoyer un bulldozer et tout écraser pour faire de la sous-couche de route. Donc tout ça, c'est des démarches nouvelles, des métiers nouveaux à créer et qui nous permettent d'avancer vers l'atteinte de nos objectifs en termes d'économie circulaire sur le territoire et aussi d'être conforme à la loi AGEC, anti-gaspillage pour une économie circulaire, qui est née en 2020. Alors, à chacune de ces rencontres, on prend le temps de faire un petit point sur ce qui s'est passé depuis la dernière fois. Donc, je vais faire ce point maintenant parce que ensuite, on se concentrera vraiment exclusivement sur le côté assurantiel. Notre dernière rencontre, c'était le 19 avril 2024, que nous avons tenue sur le site de la plateforme, le site de la CCI, le pôle formation de la CCI, mais nous sommes ensuite allés visiter la plateforme de réemploi B2R et l'atelier de recyclage de menuiserie vitrée en fin de vie du réseau Origami. Donc c'était tout à fait intéressant de voir sur site, et merci encore à B2R qui nous a accueillis l'an dernier et nous a encore accueillis ce lundi pour un événement dont je vais parler dans quelques instants, et qui nous a permis de partager le retour d'expérience sur les facteurs clés de réussite d'opération, avec notamment l'anticipation des démarches, l'appui sur tous les acteurs de la filière et puis la mise en œuvre des bonnes compétences pour bien rédiger les cahiers des charges. Autres avancements, donc nous avons obtenu nos 4 étoiles au label Territoire engagé transition écologique décerné par l'ADEME sur le volet économie circulaire, 4 étoiles sur 5. Et nous sommes la première grande collectivité à obtenir ce label 4 étoiles. Nous sommes le premier établissement intercommunal à l'obtenir, et pas un tout petit. L'ADEME elle-même le reconnaît, c'est quand même un peu plus compliqué de l'obtenir sur une grande collectivité comme la nôtre que sur une petite entité, même si les efforts de tous sont tout aussi louables. Donc on est vraiment particulièrement heureux et fiers de cette réussite, de ce label obtenu. C'était pour cette occasion que nous étions de nouveau chez B2R lundi. Et je voudrais vraiment redire cet après-midi ce que j'ai exprimé lundi après-midi, c'est que ce label, certes, il a été remis à l'Eurométropole en tant que porteuse de la démarche, et c'est en coltiner le remplissage de tous les dossiers à faire pour cela, mais c'est vraiment un succès collectif parce que ce label n'aurait pas pu être obtenu sans l'engagement de tous les acteurs de la filière. Donc encore une fois, bravo et merci à toutes celles et ceux qui ont contribué par leur engagement, chacun dans son métier, là où elle est, à l'obtention de ce label. La semaine dernière, c'était jeudi dernier je crois, nous avons signé la charte économie circulaire dans la construction, nous, Eurométropole, avec 12 autres maîtres d'ouvrage qui se sont engagés, qui a réalisé au moins un chantier sur 3 ans, qui remplit les termes de cette charte économie circulaire qui est animée par Relais 2D, que je remercie là encore à nouveau de sa contribution à ce travail-là, et puis globalement à tout ce que nous faisons sur l'économie circulaire du BTP. L'engagement donc de tous les signataires, favoriser la dépose sélective, donc en termes un peu plus simples, on ne démolit pas tout, on prend un par un les matériaux en identifiant bien tout ce qui peut être réemployé, intégrer 1% de matériaux de réemploi dans leurs opérations, valoriser 85% des déchets produits sur le chantier et consulter Relais 2D sur la possibilité d'intégrer une démarche de réemploi dans l'opération. Alors le 1% de matériaux de réemploi, pour ceux qui ne sont pas coutumiers du sujet, ça peut paraître vraiment d'une modestie extrême. Quand on commence à le creuser, on se rend compte que c'est pas si modeste que ça, que bien sûr, le but du jeu n'est pas de se tenir à 1%, mais c'est un premier palier qui, en fait, est déjà assez ambitieux, vu d'où on part. Voilà. Des projets qui intègrent une démarche d'économie circulaire avancent. La réhabilitation du stade de l'Amélo progresse. Le chantier Lyoté progresse également. Vous aurez l'occasion de le visiter à l'issue de notre plénière. Et puis la concrétisation des projets de plateforme qui font suite à l'appel à manifestation d'intérêt que nous avons lancé en juin 2022, comme donc la plateforme B2R, déjà citée, et Emi Créneau qui a installé un établissement au port de Strasbourg, ou encore la plateforme de valorisation des matériaux granuleux de l'entreprise familiale Spies à Lingolsheim. Voilà, tout ça
avance, se fait. Donc on n'est pas au bout du chemin, mais on voit bien qu'à chaque fois qu'on se retrouve, il y a des projets qui ont progressé et puis des choses nouvelles qui sont apparues. On avance sur l'Eurométropole. On est quand même dans un mouvement collectif aussi au niveau régional, puisque le taux de réemploi des matériaux et de valorisation des déchets du BTP augmente tout doucement grâce à l'effort collectif, grâce également aux dispositifs d'aide, comme l'AAP Prévention et Valorisation des déchets du BTP dans le cadre du programme Climaction de la région Grand Est et de l'ADEME, qu'on retrouve donc là aussi, et qui depuis 2019 a soutenu 115 projets à l'échelle régionale, à hauteur de 12 millions d'euros à peu près, dont une vingtaine de ces 115 sur le territoire métropolitain. Et cette AAP a été reconduite pour l'année 2025. Voilà, donc on avance, mais on le voit bien, on a encore beaucoup de chemin devant nous. Le travail collectif continue, c'est bien pour ça que nous sommes là cet après-midi, et il continue en collectif pour travailler ensemble à harmoniser les avancements sur les différents volets, continuer de lever les freins techniques, administratifs, réglementaires, économiques, physiques aussi, pour trouver des lieux pour les plateformes. C'est un gros sujet dans une métropole dense et où le mètre carré est rare et très couru, comme dans la métropole de Strasbourg. Donc voilà, on continue d'avancer. Cet après-midi, donc, thématique assurantielle, puis visite de chantier. Et puis si après la visite de chantier, vous regrettez trop d'avoir quitté cette magnifique salle, eh bien sachez que vous pourrez y retourner, puisque à 18h, nous allons avoir un afterwork du Pacte pour une économie locale durable, la démarche d'animation que nous avons avec les entreprises du territoire métropolitain qui souhaitent avec nous s'engager dans des démarches de développement durable et de RSE au sens large. La thématique ce soir, ça sera l'égalité femmes-hommes en entreprise, avec comme d'habitude des témoignages d'entreprises qui font des choses, qui ne se prétendent pas parfaites, qui ne se prétendent pas au bout du chemin, mais qui font des choses et qui peuvent le partager. Le secteur du BTP n'est pas celui où l'égalité homme-femme est la mieux assurée aujourd'hui, mais il fait des efforts, il avance, il progresse aussi. Donc bienvenue à toutes et tous à 18h si vous le souhaitez. Et sans plus tarder, je vais passer la parole à Fanny pour qu'elle nous précise le programme de cet après-midi et les noms des personnes qui vont bientôt prendre place sur cette estrade. Merci à vous. Bonjour à tout le monde. Donc, ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Fanny Engel, je suis chargée de mission économie filière bâtiment habitat à l'Eurométropole de Strasbourg. Et donc, merci beaucoup Anne-Marie. Voilà, donc très rapidement, du coup, vous voyez bien que la thématique de l'assurabilité de réemploi, du coup, attire beaucoup de personnes, parce qu'on a près de 120 personnes dans cette salle, dont beaucoup d'architectes, bureaux d'études, aussi des maîtres d'ouvrage aussi, et des entreprises. Voilà. Donc, c'est pourquoi on vous a conçu un petit programme. Voilà. Donc, on va commencer, comme d'habitude, la partie plénière qui va se dérouler ici avec une table ronde autour de l'assurabilité du réemploi. Ensuite, il va y avoir un tout petit moment pour passer à d'autres sujets avec un pitch. Et finalement, ceux qui se sont inscrits, il va y avoir une visite du coup du chantier Lyotet. On va vous indiquer évidemment comment vous pouvez y accéder. Voilà, donc sans tarder, du coup, j'espère surtout que vous avez de quoi noter aussi, parce qu'il va y avoir plein d'informations utiles que vous allez entendre du coup pendant la table ronde. Et donc, je vais tout de suite du coup passer la main du coup aux organisateurs de cette table ronde, qui sont donc Bertrand Chauvet, voilà, de l'agence qualité construction, Muriel Cuny, déléguée générale à la risque, et aussi Marie-Angèle Sanchez, également de l'agence qualité construction, pour aussi faire l'introduction de la table ronde et faire une petite présentation de leur structure. Bonjour, je suis Muriel Cuny, je suis déléguée générale du pôle Aléa Risque, qui est une structure associative qui se veut être un acteur assez incontournable du management des risques dans le Grand Est, à travers des groupes de travail, à travers de la formation initiale avec un master assurance et gestion de risque à Fac de Sciences Éco, et qui développe maintenant des projets de formation continue à venir. Voilà, je passe la main à Bertrand. Merci Muriel. Bonjour à tous, je suis en effet Bertrand Chauvet, je suis délégué régional d'une structure qui s'appelle l'Agence Qualité Construction. L'AQC, en quelques mots, c'est une association loi 1901 qui a un peu plus d'une quarantaine d'années maintenant,
qui a la particularité de regrouper la quasi-totalité des acteurs de la construction au niveau national, c'est-à-dire l'État, les fédérations du bâtiment, les centres techniques, France Assureurs, et ils sont nombreux encore. Nous espérons également bientôt un certain nombre de collectivités territoriales comme grands maîtres d'ouvrage. Ces collectivités territoriales ont énormément de choses à nous apprendre sur les bonnes pratiques, sur les difficultés qu'elles peuvent rencontrer, donc on espère pouvoir les accueillir bientôt. Deux métiers principaux du côté de l'AQC. Le premier, prévention de la sinistralité, à travers un outil qui est là, qui est l'observation. On observe les sinistres, on les analyse, on essaye d'en faire quelque chose d'utilisable par les acteurs de la construction. Et puis un second métier qui est celui de sécuriser l'innovation dans le bâtiment. Sur ce point-là, c'est ma collègue Marie-Angèle Sanchez notamment qui est active, donc je vais lui laisser la parole tout de suite pour une introduction sur les questions de sécurisation du réemploi à travers nos travaux notamment. Merci Bertrand. Donc, on va parler vraiment des défis de la massification du réemploi, notamment au sein de cette introduction. Et pour commencer, le réemploi, c'est une pratique qui est millénaire, c'est une pratique qui est très ancienne, mais qui pour autant a des enjeux nouveaux qui sont en lien avec différents facteurs. Le premier, c'est le fait qu'on est dans un contexte environnemental où on ne peut plus aller puiser dans la ressource pour fabriquer plus de matériaux. Et donc, dans ce sens, la loi AGEC a des objectifs très ambitieux qui sont d'être à hauteur de 5% de réemploi d'ici 2028. Et comme ça a été dit aujourd'hui, on atteint très difficilement le 1% à ce jour. Donc ça va être le premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'est que face à ce qui historiquement a pu se passer, aujourd'hui on est confronté à une multiplicité de matériaux qui est en lien avec l'industrialisation, qui fait qu'on a de nombreuses familles, des produits réemployables et avec ce potentiel. Et dans un cadre législatif qui est relativement récent et qui est la loi Spinetta, et donc qui va quand même contraindre un certain nombre de facteurs. Peut-être qu'on peut avancer, voilà. Pour le réemploi, il y a aussi une nouvelle chaîne de responsabilité pour les acteurs. C'est-à-dire que si de manière classique, on se retrouve dans le schéma où il y a un maître d'ouvrage qui va venir contractualiser par un contrat de louage d'ouvrage avec un certain nombre d'acteurs, donc notamment l'équipe de maîtrise d'œuvre, les entreprises, le contrôleur technique potentiellement. En cas de sinistre, en fait, cela va se résoudre par la présence aussi d'un fabricant s'il y a un défaut produit, puisque dans le cadre de ce sinistre à l'amiable, en fait, l'assureur, dans le cadre de la dommage ouvrage, va venir chercher après les responsabilités, dont potentiellement celles du fabricant. Je pense que vous pouvez faire l'ensemble. Parfait. Or, dans le cadre du réemploi et de la réutilisation, on fait face à un nouveau schéma d'organisation en ce qui concerne ces responsabilités, qui comporte parfois des trous dans la raquette. Et on le voit notamment, il y a un maître d'ouvrage A, en fait, qui va avoir une opération qu'il souhaite soit rénover, soit déconstruire, qui va faire appel à un diagnostiqueur EPDM. Par la suite, il y aura un déconstructeur qui va faire une dépose sélective des différents matériaux pouvant être réemployés et réutilisés. Il va y avoir une figure nouvelle qui va apparaître dans certaines configurations qui va être la plateforme des produits de matériaux de réemploi. Et ensuite, on va revenir dans un schéma classique qui est celui d'un maître d'ouvrage B qui va contractualiser encore une fois avec une équipe de maîtrise d'œuvre, des entreprises. Dans son schéma où nous n'avons plus cette figure de fabricant et une problématique qui va être qui va s'engager en fait sur la performance de ces produits de réemploi et notamment vis-à-vis de l'aptitude à l'emploi du produit réemployé. Cela va donner donc notamment lieu à des très nouvelles missions. Donc on va voir déjà le diagnostic PEMD, on en a parlé, le diagnostic ressources, on va voir la dépose, on va voir le transport, le stockage des produits, on va voir le reconditionnement des produits des matériaux.
Il va y avoir la clé de voûte de tous ces schémas, que c'est la caractérisation des performances et de l'aptitude à l'emploi. Et il va y avoir aussi de la vente. De la vente qui va être faite par des acteurs qui ne font pas de la vente par principe, qui sont par exemple des maîtres d'ouvrage et qui vont devoir être attentifs en fait à cette nouvelle responsabilité. Et on va retrouver ces plateformes des produits de réemploi. Et peut-être une insiste là-dessus, et c'est que ces plateformes des produits de réemploi, d'une, ne s'engagent pas sur les caractéristiques et les performances des produits. Et en termes de garantie, elles vont offrir une garantie vice cachée, c'est tout, c'est-à-dire remboursement total ou partiel, potentiellement si le produit présente un vice. Donc, comment est-ce qu'on peut passer de l'innovation à la traditionnalité? Parce que pour les différents motifs que je viens de vous exposer, on peut dire qu'aujourd'hui, le réemploi se situe en fait dans une catégorie d'innovation. Et en fait, c'est quelque chose qui doit se faire petit à petit. Et pourquoi ça doit se faire petit à petit? Tout simplement parce qu'une nouvelle technique, elle doit pouvoir être expérimentée pour se construire, pour pouvoir apprendre en fait des erreurs, pour apprendre aussi des bonnes pratiques et le faire de manière fiabilisée et sécurisée. Et c'est ça qui va lui permettre en fait de se développer. Parce que si l'on rencontre des contre-références, il y aura des freins obligatoirement. Et donc, au fur et à mesure, on va parvenir à cette massification. J'ai souhaité faire un parallélisme en fait, parce que qu'est-ce qui se passe dans le réemploi aujourd'hui? On est dans cette phase expérimentation et on est dans des phases dans lesquelles d'autres filières se sont retrouvées dans le passé et pas très loin dans le temps en termes de temporalité. Construction paille, vous avez sur la gauche la maison Feuillette en 1920. C'est dans les années 80 en fait qu'on a commencé à avoir un regain d'intérêt à nouveau pour la paille. C'est en 2012 qu'on a vu sortir les premières règles professionnelles. Et on se situe en fait dans un cercle d'amélioration continue parce qu'on a vu une nouvelle version en 2014, puis une nouvelle version en 2018. Et comment ça s'est passé? On est passé par de l'expérimentation et par des ambitions peut-être un peu réduites au début. C'est-à-dire qu'en termes de référentiels techniques, on a commencé par du remplissage en paille et support d'enduit plutôt que de commencer par de la paille porteuse. Donc c'est juste pour transmettre le fait que ce processus en fait qui demande un certain temps, c'est un processus qui est normal dans le monde de la construction et que le réemploi n'est pas la seule filière qui subit, mais absolument tous les matériaux, toutes les innovations du bâtiment. Donc, comment faciliter cette massification aujourd'hui pour le réemploi? Il y a un nouveau référentiel technique qui est paru il y a quelques temps, qui sont les recommandations professionnelles de réemploi acceptées par la C2P, qui demande bien sûr une expérimentation en amont. Ça demande qu'il y ait un retour d'expérience qui permette de démontrer qu'il n'y a pas de risques, qu'il y ait une maîtrise des risques en fait. Et je vous montre les premières qui ont été acceptées par la C2P en juillet 2024, qui sont les recommandations professionnelles de réemploi d'éléments structuraux en acier. Et pourtant, on commence par du structurel. Donc voilà comment on peut massifier, voilà comment on peut faciliter aussi cette massification du réemploi, c'est-à-dire on va tous ensemble, parce que c'est ça qui est essentiel, construire un cadre qui permette, un cadre consensuel, que ce soit sur les modes d'épreuve, que ce soit sur l'échantillonnage, que ce soit sur le mode de dépose, sur le mode des transports, sur le mode de reconditionnement, qui soit consensuel et qui nous permette en fait de structurer des filières qui puissent perdurer dans le temps parce qu'elles ne sont pas sinistrogènes. Donc, juste à titre de résumé, ce tableau qui permet de distinguer la technique courante de la technique non courante. Je ne sais pas à quel point vous en êtes familier, un petit rappel. Technique courante, je suis assurée dans le cadre de ma police d'assurance de facto sans devoir faire autre démarche auprès de mon assureur tant que je reste dans l'activité déclarée et dans le domaine d'emploi du référentiel visé. Technique non courante, ce n'est qu'une information sur le risque assurantiel,
mais dans ce cas, je dois impérativement me rapprocher de mon assureur, faire une déclaration, il va mener une analyse de risque et par la suite, il peut se présenter certaines situations qui peuvent être l'application d'une surprime s'il y a des risques qui sont identifiés ou peut-être tout simplement de réduire, en fait, de cadrer les conditions de la police d'assurance. Si on devait aller à R+3, peut-être qu'on restera à R+2. C'est une autre possibilité. Bon, il y avait les conclusions, mais que je n'arrive pas à lire. Peut-être que je me rapproche un peu. Elle s'affiche ici, non? Non plus? Bon, c'est pas grave. Si je me souviens bien, le premier fait est tout simplement de commencer par des choses simples. De la même manière que j'ai parlé de la paille, on va peut-être pas commencer par du structurel, sauf si on est très bien entouré, sauf si on l'anticipait, sauf si tous les acteurs sont autour de la table et qu'on a pu discuter. Quand je parle par tous les acteurs, ça comprend l'assureur et le contrôleur technique, et on va peut-être faire du second œuvre. Pourquoi va-t-on commencer par du second œuvre? Parce que dans l'absolu, en fait, il est beaucoup plus probable qu'il ne donne pas lieu à des problématiques de solidité de l'ouvrage ou d'impropriété à destination. Donc déjà, par principe, on va réduire le risque. Le deuxième élément, c'est qu'on va s'assurer en fait de la couverture assurantielle. Comme je vous le disais, il y a la technique courante, la technique non courante. Dans le réemploi, sauf dans les cadres de recommandations professionnelles de réemploi d'éléments aciers structurels, on va être dans le cadre, a priori, des techniques non courantes. Donc, je vais m'assurer que je vais être bien couvert. Et sinon, je vais prévenir mon assureur. Et puis, il y a un facteur qui est prépondérant, bien sûr, qui est la formation et la qualification des différents acteurs. Et ça va être aussi un lien avec la création des métiers nouveaux qui vont demander aussi des nouvelles couvertures assurantielles. Donc, si je me souviens, c'était à peu près les différents points des conclusions. Et si vous avez des questions, je me tiens à votre disposition. Merci Marie-Angèle. Merci Marie-Angèle pour cette introduction qui était déjà dense, plus dense que je ne le pensais d'ailleurs, donc toutes mes félicitations. Je vais inviter nos différents intervenants à nous rejoindre dans la table ronde, sur le podium. Je vous laisse vous installer tranquillement. Moi ce que j'ai reconnu... N'hésitez pas, allez-y. Moi, ce que j'ai retenu de ton intervention, Marie-Angèle, c'est qu'il y avait un sujet important qui est celui de la massification. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui revient souvent quand j'interviens devant des professionnels. On dit, mais nous, on fait très bien le boulot, on a une vraie déontologie, on se forme. Pourquoi est-ce que vous nous mettez des bâtons dans les roues? À vrai dire, le sujet, c'est pas les professionnels qui sont expérimentés, les professionnels qui sont compétents, les professionnels qui ont une vraie déontologie. Je dirais que c'est plutôt ceux, justement, qui vont expérimenter, qui vont découvrir ces nouvelles manières de faire. Donc c'est bien ce risque-là qu'il convient de sécuriser. Et j'ai retenu aussi que le risque était, ou plutôt la gestion du risque, passait par l'assurance, mais pas uniquement par l'assurance. Et je pense qu'il n'est pas inutile de rappeler que l'assurance, somme toute, c'est ce qu'on va utiliser quand toutes les autres techniques de gestion du risque ont été insuffisantes ou ont échoué. C'est-à-dire que l'assurance va vraiment gérer l'aléa, ce qu'on n'aura pas réussi à prévenir et à anticiper. Et c'est la raison pour laquelle je suis ravi d'avoir aujourd'hui, dans cette table ronde, sur ce podium, non pas uniquement des assureurs, même si nous avons bien un assureur, hein, je vous le rassure, mais bien l'ensemble des acteurs de l'acte de construire, les acteurs qui vont intervenir dans les questions de réemploi, dans des projets de réemploi, et puis on va essayer de voir avec eux à la fois de quelle manière ils interviennent et peuvent intervenir pour optimiser la gestion du risque, l'idée étant toujours la même, comment faire en sorte que les bénéfices du réemploi soient supérieurs à son coût potentiel en termes de sinistralité ou en termes de raté. Et Marie-Angèle l'a très bien dit, dès lors qu'on innove, on ne peut pas tout réussir tout de suite, c'est pas possible. Donc il faut d'ores et déjà anticiper une sinistralité. La question est de savoir à quel niveau est-ce qu'on place cette sinistralité, à quel niveau on juge qu'elle est tolérable. Je me retourne vers nos différents intervenants en faisant un petit signe à Fanny peut-être. On a jusqu'à quelle heure du coup? J'ai l'impression qu'on a pris un petit peu, on a pris un petit peu de retard peut-être. Jusqu'à 38. C'est extrêmement précis, merci Fanny.
Je me retourne donc vers nos intervenants qui vont se présenter au fur et à mesure de cette table ronde. Et je vais commencer peut-être par toi, Clémence, parce que somme toute, quand on a parlé, quand on a fait les entretiens préparatoires, c'est toi qui m'as dit peut-être de la manière la plus explicite, notre rôle chez BOMA, puisque tu es associée gérante chez BOMA, notre rôle chez BOMA, c'est de savoir, d'avoir une appréhension globale du risque et de savoir prioriser les prises de risque ou les non-prises de risque. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, en commençant peut-être par présenter BOMA en quelques mots ? Oui, bonjour. Donc BOMA, on est un bureau d'études qui travaille sur l'économie circulaire et le réemploi dans la construction. Et du coup, on accompagne les professionnels sur ce sujet. Effectivement, quand on a préparé l'entretien, on a parlé un peu comment nous, on choisissait les matériaux quand on conseillait sur des solutions à développer. Et en fait, on va avoir une approche assez globale. On va déjà regarder les opportunités qu'il peut y avoir sur un site ou sur un territoire. Ensuite, on va aller chercher déjà des matériaux où on a de l'expérience dessus, des matériaux où on sait déjà un peu comment on va pouvoir les traiter et les réemployer. Et puis ensuite, on va aussi choisir la facilité par rapport à tout un contexte, puisque ces matériaux, ça s'inscrit dans des règles de construction, etc. Donc on va essayer de cibler aussi des démarches sur lesquelles on va réussir à aller jusqu'au bout. Donc on va regarder de manière globale toutes les opportunités et les possibilités de faire pour ensuite sélectionner des solutions qu'on pourra développer ensuite avec les maîtres d'œuvre, avec le client, etc. Et on arrive toujours à faire les choses dans cet ordre-là, c'est-à-dire que la méthodologie, on arrive à l'appliquer, ou est-ce qu'on a parfois des contraintes? Est-ce que parfois on est obligé de faire des concessions? La concession, c'est que parfois il y a un potentiel et on n'arrive pas à tirer la solution jusqu'au bout et on doit l'abandonner en cours d'étude. Donc ça, c'est frustrant. Mais c'est principalement ce genre de contraintes qui vont stopper une démarche. Et en termes de gestion du risque, alors on reviendra sur cette question peut-être un peu plus tard. Est-ce qu'on arrive toujours à bien dimensionner son risque? C'est-à-dire, est-ce qu'on est toujours maître ou maîtresse du risque qu'on veut bien prendre? Ou bien faire courir à son maître d'ouvrage et aux professionnels? Alors sur le risque, nous, on essaye de travailler des matériaux sur lesquels on ne veut pas créer de sinistre, parce que l'objectif, si on veut que le réemploi se déploie, c'est de ne pas créer des sinistres pour se faire une contre-référence qui nous ferait perdre 5 ans de travail sur ces démarches-là. Donc on va plutôt, nous le risque, on en perçoit. Quand on en perçoit, on ne va pas aller sur les matériaux risqués. On conseille plutôt, en général, quand on conseille une solution, on a déjà balisé qu'il y a très peu de risques et très peu de problèmes qui peuvent se poser sur ce matériau-là. Donc il y a bien la recherche effectivement d'une optimisation du risque en amont. Christian Guggenberger, Anne-Marie Jean a déjà dit de manière très juste tout à l'heure, à mon sens, qu'une entreprise qui intervient en reconstruction, ce n'est pas une entreprise de démolition. C'est votre cas, a priori, c'est ce que vous m'avez dit effectivement pendant l'entretien préparatoire. Est-ce que vous pouvez présenter GCM déjà dans un premier temps et puis nous expliquer en quoi une entreprise de déconstruction, c'est pas une entreprise de démolition? Oui, bonjour à tous. Le groupe GCM rassemble différentes sociétés dans les domaines des travaux publics, de la déconstruction, des démontages et des travaux environnementaux. L'ensemble du groupe s'est structuré autour d'une économie circulaire de l'ensemble de ses activités et de ses sociétés, puisqu'initialement la société a démarré dans les travaux publics et très rapidement, face au constat du coût de l'organisation de la gestion des déchets de déconstruction de chantier, d'une part, et d'autre part, face aux besoins d'achat de ressources naturelles pour la construction de chaussées, le créateur de la société s'est vite intéressé au métier du recyclage et de la revalorisation des déchets en matériaux utilisables en technique routière. Pour ce faire, la société GCM Environnement avait été créée dès les années 2000 pour héberger les premières équipes de concassage-criblage. Et progressivement, le besoin croissant de besoins de gisements de ressources à recycler a conduit à la création de GCM Démolition, puis de GCM Désamiantage, de telle manière à pouvoir répondre à l'ensemble des enjeux des marchés de la déconstruction.
Et en parallèle, le groupe s'est progressivement doté d'un maillage de plateforme ICPE, essentiellement voué au transit de déchets à revaloriser et un site d'enfouissement de déchets terreux. Donc, face à cette organisation, le groupe s'est rapidement intéressé au métier du réemploi. Oui, parce que finalement, on a toute l'histoire de l'économie circulaire à travers effectivement votre groupe. C'est un peu pour ça. C'est un peu pour ça que les modalités de création du groupe finalement illustrent finalement cette progression sur les 30 dernières années, finalement, de passer à la construction simple, à la revalorisation, au recyclage, et désormais s'orienter maintenant de manière beaucoup plus importante sur les métiers du réemploi, qui nécessitent du coup une réorganisation et une nouvelle approche de la société. Donc, et alors justement sur la différence entre démolition et réemploi, puisque vous avez insisté vraiment quand on a discuté ensemble, vous avez vraiment insisté sur le caractère innovant de votre démarche, sur le caractère innovant de GCM. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, d'un point de vue méthode de travail, il y a eu une nécessaire adaptation quant à la manière d'aborder une opération. Déjà une nouvelle manière d'aborder le chiffrage des opérations, à savoir que vous êtes obligé d'anticiper et de quantifier les surcoûts éventuels des déconstructions sélectives en rapport avec des simples démolitions et revalorisations. Donc il y a tout un travail prédictif en phase d'appel d'offres. Les coûts de la méthode, les coûts des méthodes mises en œuvre, de la main-d'œuvre, c'est ce que vous voulez dire? Imaginez, calculer les coûts de la méthode des main-d'œuvre, mais aussi du matériel, du changement de matériel, du changement de typologie de matériel. Et ensuite, en phase de préparation, de réalisation de chantier, la nécessité d'adapter le matériel. Vous ne pouvez pas forcément utiliser le même matériel que dans la démolition classique. Les évolutions en termes de modes opératoires. Et ensuite, quelque chose d'important, il y a l'aspect humain qui rentre, qui est sous-jacent. Vous devez réussir à faire adhérer à votre personnel la démarche, lui expliquer. Oui, parce que vous me disiez que finalement, on n'aurait peut-être pas, il y a 30 ans, on aurait peut-être pu faire différemment. C'est-à-dire qu'on avait peut-être effectivement à ce moment-là des personnes qui auraient accepté de travailler différemment. Vous avez insisté sur cet aspect ressources humaines également pendant notre entretien. Alors j'ai insisté sur la notion d'acceptabilité des conditions de travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le réemploi nécessite des tris soignés, nécessite des nettoyages. L'enjeu finalement des sociétés aujourd'hui, des sociétés de déconstruction, c'est de trouver des modes opératoires et de mettre en place des ateliers qui permettent l'atteinte des objectifs de qualité, de tri et de nettoyage, tout en préservant les conditions de travail du personnel et en leur assurant toute l'approche sécuritaire et hygiène, qualité du travail acceptable dans notre société. Donc il y a au moins cette responsabilité en termes de gestion de risque vis-à-vis de votre personnel, ce qui semble une évidence. Dans le processus plus général d'une opération de réemploi, vous définiriez le rôle et la responsabilité de GCM comment? Est-ce que vous estimez avoir une responsabilité particulière ou pas? Pas forcément. La responsabilité aujourd'hui de l'entreprise de déconstruction, c'est d'être le bras armé qui rend possible finalement les ambitions de chacun. Vous avez en amont des donneurs d'ordre et des bureaux d'études qui imaginent finalement tout un tas de possibilités de réemploi. Vous avez en aval des maîtres d'ouvrage ou des personnes qui sont prêtes à payer, à acheter ces matériaux de réemploi. L'entreprise de déconstruction aujourd'hui est au milieu de tout ça et doit pouvoir garantir aux différents intervenants l'atteinte des objectifs, à savoir préserver la ressource. Aujourd'hui, si vous ciblez des matériaux que vous voulez réemployer, l'enjeu des déconstructeurs, c'est pas de les gâcher, de ne pas les casser au moment de la déconstruction, et c'est de garantir également la qualité des matériaux qu'on va fournir en termes de qualité mécanique, mais aussi en termes de qualité de tri et de nettoyage. Avec déjà un engagement sur cette qualité ou c'est quelque chose qui intervient plus tard? Alors, aujourd'hui, oui, vous allez proposer ou on va vous imposer un certain nombre d'hypothèses de conditions de mise à disposition de ces matériaux de réemploi, des conditions de conditionnement, des conditions de
de nettoyage, de purge, en fin de compte, enlever tout ce qui est corps étranger et trier. Donc dans le cadre contractuel, vous devez finalement remettre à votre donneur d'ordre le matériel dans les conditions dans lesquelles il vous a demandé de le faire. Et c'est à ce moment qu'intervient le contrôleur technique, probablement, Mathieu Schomberger. Alors, je ne sais pas s'il est nécessaire de présenter Socotec, peut-être quand même rapidement. Je veux juste rappeler que le rôle du contrôleur technique, c'est de veiller à diminuer le risque et les aléas sur un projet, sur un chantier, avec peut-être un focus particulier sur tout ce qui va être sécurité et santé des personnes. Jusqu'ici, je suis juste. Et un mot quand même sur Socotec. Et puis après, peut-être nous expliquer en tant que contrôleur technique, quand vous intervenez sur une opération de réemploi, est-ce que c'est, somme toute, un rôle habituel? Est-ce qu'il y a des variations? Est-ce qu'il y a des modifications? Si vous pouvez nous en dire un peu plus. Oui. Bonjour à tous. Donc Socotec, effectivement, on est un tiers de confiance qui réalise des missions de gestion des risques et de conseil technique pour nos clients. Donc on accompagne les clients tout au long du cycle de vie des actifs. On le voit bien aujourd'hui au travers du réemploi, c'est-à-dire qu'on a l'aspect construction jusqu'à l'aspect démolition, en passant par l'aspect exploitation. Notre rôle, c'est d'assurer la conformité, la performance environnementale et de garantir effectivement la sécurité des personnes et des biens sur les différents actifs. Donc, historiquement, Socotec, vous nous connaissez, je pense, vis-à-vis des missions de contrôle technique. On réalise aussi des missions de CSPS et on s'est développé depuis de nombreuses années maintenant sur le réemploi et tout ce qui tourne autour, c'est-à-dire les diagnostics PEMD, les diagnostics ressources, tout ce qui permet finalement de définir ce qui peut être réemployé. Par rapport à votre question sur le rôle du contrôleur technique, donc le réemploi et le rôle du contrôleur technique, le réemploi, le rôle du contrôleur technique avec du réemploi, il reste le même. C'est-à-dire que notre rôle, c'est toujours la même chose, c'est de contribuer aux aléas techniques et à limiter les risques. Ça se passe comment, ça, concrètement? Là où ça change, c'est le cadre. C'est-à-dire que le contrôleur technique, il se base sur des référentiels réglementaires pour formuler des avis. On l'a vu tout à l'heure, ça a été évoqué. Il y a des DTU, il y a des règles professionnelles, il y a pas mal de textes qui existent aujourd'hui. Et c'est là-dessus, sur ces documents, via ces documents, que le contrôleur technique fait son analyse de risque et émet des avis. Le réemploi, aujourd'hui, il y a un vide, c'est un système non traditionnel, et donc il faut réaliser des missions qu'on appelle aujourd'hui des missions de qualification immobilière, qui permettent de définir les matériaux qui sont réemployables, dans quel cadre, comment on définit que ces matériaux peuvent être réemployés. Donc ça passe aujourd'hui par des essais, par la définition de l'eau homogène, par la définition finalement d'un schéma de contrôle, pour pouvoir dire, voilà, ces briques, ces tuiles, ces matériaux de second œuvre, on va pouvoir les réemployer sur d'autres projets. Ce sont des tests pour l'essentiel. Alors ce sont des tests, en tout cas c'est de justifier que la performance est identique à des matériaux neufs, ou en tout cas justifier que la pérennité de l'ouvrage, lorsque ces équipements, ces éléments seront réinstallés, sera la même. Donc ça peut passer par des tests, effectivement, ça peut aussi passer par des justifications via des PV, via des éléments qui sont connus. Par exemple, aujourd'hui, sur des matériaux de seconde œuvre, des faux plafonds, des cloisons, ça a été évoqué également. On peut retrouver des procès-verbaux, des documents qui justifient, des fiches techniques, que des faux plafonds qui ont été installés il y a 5, il y a 10 ans pourraient être réemployés sur des nouvelles constructions. Est-ce que ça peut être du contrôle visuel d'un professionnel expérimenté, dont l'expérience est reconnue? Est-ce que c'est quelque chose qui peut vous satisfaire ou pas? Ou ça peut être un élément parmi d'autres? Disons qu'il faut que ce soit surtout une mission indépendante. Aujourd'hui, cette mission de qualification immobilière n'existe que dans le cadre de réemploi. Il faut que quelqu'un prenne la responsabilité de qualifier les matériaux, de qualifier, si par exemple on part sur le principe qu'on va réutiliser des briques, il va falloir réaliser des essais, définir les essais à réaliser, c'est-à-dire les essais de compression, de résistance au gel, il peut y avoir des essais de torsion, il y a plusieurs essais qui peuvent être réalisés. Pour les tuiles, c'est pareil. Donc il faut qu'il y ait un qualificateur immobilier qui définisse les essais et que nous, on puisse s'appuyer sur les résultats de ces essais pour dire que ces matériaux peuvent être réemployés. Somme toute, c'est ce que disait Marie-Angèle tout à l'heure, le fabricant manque. Il manque toujours effectivement cet acteur qui pourra s'engager sur la performance des matériaux.
Exactement. Et la complexité aujourd'hui avec la massification, ce qu'on évoque dans le cadre de l'assurabilité, c'est comment est-ce que l'on fait lorsqu'on a un projet où on va avoir des matériaux issus de plusieurs zones géographiques, de plusieurs chantiers qui ne sont pas les mêmes. C'est toute la question de l'homogénéité des matériaux. Imaginons un projet où on réemploie un grand nombre de tuiles qui sont issues de plusieurs plateformes, plusieurs zones géographiques. Il va falloir réaliser des essais sur des lots homogènes. Ça veut dire un grand nombre d'essais sur chaque source que l'on va aller chercher. Ce qui est économiquement et difficilement viable, j'imagine. Ce qui peut économiquement avoir un impact effectivement non négligeable dans le cadre de l'acte de construire. Ouais. Arnaud Piémont, je posais la question du contrôle visuel parce que je me souviens avoir vu dans un événement dans lequel intervenait le groupe CAM, je me souviens avoir vu l'un de vos sociétaires prendre la parole, donc c'était le dirigeant d'une entreprise, d'une relativement grosse entreprise de couverture familiale, on était sur 3 ou 4 générations, et cette personne dont je ne vais pas citer le nom disait, grosso modo, ça fait un siècle qu'on fait du réemploi et c'est maintenant qu'on va commencer à nous emmerder. Comment est-ce que vous gérez, ce qui est somme toute très vrai, hein, c'est-à-dire que j'imagine que, alors j'espère ne pas dévoiler la chose, mais vous avez a priori parmi vos sociétaires un certain nombre d'entreprises qui font du réemploi depuis des années, voire des décennies, j'imagine que vous êtes au courant. Comment vous gérez cette contradiction? Parce qu'effectivement, on pourrait se dire, du jour au lendemain, quasiment, vous risquez de leur interdire des pratiques que jusqu'ici, ils développaient sans beaucoup de difficultés. Donc voilà, je vous laisse dire un mot là-dessus. En précisant peut-être que le groupe CAM est un groupe qui est vraiment spécialisé dans la construction. Peut-être dire un mot d'abord sur le groupe CAM et puis... Oui, bonjour à tous. Alors, le groupe CAM, c'est un assureur mutualiste implanté dans la région depuis presque 100 ans. Et on est là pour accompagner nos sociétaires. On n'est pas là pour les emmerder, bien évidemment. On est là pour que le risque soit partagé de la même façon pour eux que pour nous. Alors effectivement, quand on fait du remaniement de tuiles sur le même chantier, le gisement, on le connaît, il n'y a pas trop de soucis. Le problème, c'est quand on va effectivement élargir un peu la source de ces gisements, il va falloir qu'on s'assure qu'on ait les bonnes performances, qu'on va pouvoir conserver l'historique de ces tuiles. Heureusement, comme l'a dit mon collègue Mathieu, il y a des guides là, qui existent maintenant pour la qualification de ces tuiles. Donc tout ça se met en place. C'est des règles qui sont codifiées maintenant, qui commencent à rentrer dans les mœurs. Et pour une approche un peu plus globale, on parle des tuiles, mais on va parler bientôt avec l'engouement et l'ampleur que va prendre le réemploi, d'autres produits, d'autres matériaux, d'autres équipements. Et nous, au groupe CAM, on est là vraiment pour accompagner nos sociétaires, c'est-à-dire qu'ils sont, comme pour tous les assureurs, hein, ils sont obligés, les sociétaires, de définir, d'indiquer à leurs assureurs qu'ils vont utiliser du réemploi. Nous, on va faire une analyse de risque en interne, on va se baser sur, effectivement, leur expérience, leur ancienneté, leurs compétences, leur qualification, leur sinistralité aussi, hein, en fonction de ça, pour pouvoir effectivement donner un critère sur le risque encouru, fort, moyen, faible, effectivement, comme ça a été dit tout à l'heure en préambule. La difficulté, parce que j'entends, et c'est quelque chose que je trouve important, on a beaucoup parlé de matériaux jusqu'ici, mais ça veut dire que vous jugez également la sinistralité potentielle en fonction des professionnels que vous avez en face de vous, en fonction des éléments que vous pouvez avoir sur la qualité ou la sinistralité de la pratique professionnelle. C'est-à-dire qu'on n'est pas uniquement sur des matériaux, on est bien aussi sur des compétences. Oui, tout à fait. Compris. Oui, c'est ça. En pratique, la difficulté sur la massification, c'est dès lors qu'on n'a pas ces éléments d'expérience, dès lors qu'on n'a pas ces données-là, comment vous gérez les prospects, par exemple, ou les nouveaux clients? On va effectivement leur demander leurs références, leurs qualifications, ce qu'ils avaient chez leurs anciens assureurs, par exemple, pour qu'on puisse s'assurer de leurs compétences dans ce domaine-là. D'accord, donc l'information circule quand même un minimum. Il faut qu'elle circule, c'est obligatoire. Oui. D'accord. Diane Rollin, vous êtes architecte NSAIS, donc c'est l'INSA aujourd'hui.
Vous êtes également associée gérante de Nounc pour le pôle Alsace ou pour l'ensemble de... Non, pour le pôle Alsace. Pour le pôle Alsace, donc vous me le confirmez. Alors, petite particularité, là on va rentrer dans de la subtilité de pratiques assurantielles, mais vous serez d'accord avec moi pour constater que dans la plupart des cas, les assureurs qui assurent les architectes n'établissent pas cette distinction entre technique courante et technique non courante qu'évoquait Marie-Angèle tout à l'heure. Oui, c'est ça. On doit comprendre en pratique que vous êtes totalement libre, ça veut dire qu'en tant qu'architecte, vous faites ce que vous voulez, grosso modo, en réemploi. À titre personnel, ça m'a toujours un peu surpris, mais je vous laisse nous dire. Alors, non. C'est vrai que cette posture de notre assureur, en l'occurrence, nous permet, au départ du projet, de faire, on va dire, sauter les verrous intellectuels à la création architecturale. Après, concrètement, tout de suite, on rentre dans le rang, on va dire, par rapport au réemploi, puisque... Vous rentrez dans le rang, carrément. C'est-à-dire, à un moment donné, pour justement des questions de bonne mise en œuvre, de sinistralité, etc., on va s'assurer que les matériaux qu'on va réemployer sont évidemment conformes aux attentes et aux performances qu'on attend d'eux dans la construction. Donc, on va essayer de respecter des règles de construction, les DTU, pour les matériaux, qu'ils soient au bon endroit et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc, on va même peut-être se donner des contraintes même peut-être supérieures, puisque on va faire avec ce dont on a à disposition, selon des règles très strictes. Voilà. Donc la liberté... Ce qui veut dire en pratique que technique courante ou pas, la gestion du risque doit être intégrée de toute façon et que somme toute, est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à dire que cette absence de distinction entre technique courante, c'est un chien, je me demandais, entre technique courante et non courante, somme toute, relève un peu de l'affichage dans le sens où on est toujours rattrapé, encore une fois, par des notions de risque. Voilà, tout à fait. Donc c'est comme ça que vous l'avez vécu. Oui. Mais c'est quand même important de savoir qu'on est suivi, nous, en tant que maîtrise d'œuvre, en tant qu'architecte, pour essayer d'innover, en tout cas, et après, de trouver les ressorts avec le maître d'ouvrage, le bureau de contrôle, pour savoir comment aller dans le chemin du réemploi, en l'occurrence, pour la question qui nous occupe. Arnaud Pimon, le groupe CAM assure des architectes aussi. Vous faites cette différence entre technique courante et non courante pour le compte des architectes ou pas? Je ne peux pas vous dire exactement, mais effectivement, on n'en avait pas parlé en amont. Non, on n'en avait pas parlé en amont, mais on fait vraiment des analyses au cas par cas, en fonction de ce que vont apporter les sociétaires. J'ai un problème, j'ai une demande, je vais en mettre en œuvre de nouveaux matériaux, je dois faire la demande, il se renseigne et on peut lui répondre. Merci. Je vous propose de rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire de commencer à parler de l'opération IoT que nous visiterons effectivement un peu plus tard. Si je suis le raisonnement de Marie-Angèle, en tant qu'architecte, pour l'IoT, le plus simple, c'était d'utiliser que des éléments de seconde œuvre. Vous n'êtes pas intervenu sur du structurel? Je sais que la réponse est exactement l'inverse, mais comment ça s'est passé? D'abord, quelques mots sur l'opération, peut-être. Je ne suis pas sûr que tout le monde la connaisse dans les détails. Voilà, donc l'opération qu'on va visiter tout à l'heure est la construction d'un collège pour le compte de la CEA, donc qui est notre maître d'ouvrage. Et qui a la responsabilité effectivement de l'enseignement secondaire comme tous les départements. Effectivement. Et donc un mot par rapport à ça, le réemploi a été possible sur cette opération grâce à l'engagement fort de la CEA de mettre les moyens à la disposition de nous, équipe de maîtrise d'œuvre, et puis des moyens financiers dans le réachat des matériaux, et puis la durée que ça prend, etc. Donc ça c'est quand même un élément important. Donc le collège est un collège neuf de niveau passif et avec cette contrainte dès le départ au moment du concours de devoir réemployer un certain nombre de matériaux qui c'est pas tout, pour toutes les opérations comme ça. On avait la chance d'avoir les matériaux sur place, c'est-à-dire la déconstruction de l'hôpital, de l'ancien hôpital militaire qui était nécessaire pour des questions de
de pollution. En fait, le site était pollué, on ne pouvait pas construire un nouveau collège sur ce site-là sans mettre en danger les élèves. Donc il avait été décidé de déconstruire pour dépolluer le sol en l'occurrence. D'où l'intervention de GCM pour le compte de l'EPFA de déconstruire et BOMA. Enfin, bref, on va pas refaire tout le... Donc nous, on est arrivé en phase d'études au moment du concours. On a, avec BOMA, établi un certain nombre de matériaux qu'on allait avoir à disposition. Et il se trouve que non, en l'occurrence, les matériaux de second œuvre, ça n'a pas été l'évidence au départ. Parce que ce qu'on avait à disposition, c'était un grand nombre de matériaux qui nous permettraient de faire du structurel. On avait un gisement très important de briques et d'éléments de charpente. Et on a essayé de se concentrer là-dessus parce que voilà, la notion de masse, de quantité de matériaux nous paraissait extrêmement intéressant. Et au final, c'est peut-être contre-intuitif, mais beaucoup plus facile à caractériser, en tout cas à définir leur capacité intrinsèque, parce que voilà, c'était des éléments, le bois, on sait très facilement... Plus simple que quoi? Que des fenêtres, par exemple? Que des fenêtres, oui, puisque des fenêtres, alors c'était des fenêtres anciennes, mais on ne pouvait pas les réutiliser en l'état comme fenêtres. Il aurait fallu faire du contournement d'objets. Voilà, on pouvait les réutiliser, mais pour imaginer un nouvel usage qui n'avait rien à voir avec une fenêtre. Donc pour nous, c'était pas forcément intéressant. Pour une fenêtre, il est plus difficile de s'assurer que les performances acoustiques, les performances thermiques, etc., sont encore d'actualité. Voilà, c'est ça. Ou pour une porte, d'avoir les PV-feux. Enfin, c'était très compliqué. Puis c'est surtout une porte, s'il faut tester toutes les portes, alors qu'une brique, on peut tester un certain nombre, un pourcentage de briques et en définir une caractéristique sur l'ensemble du lot beaucoup plus facilement que des éléments de seconde œuvre. Voilà, donc 2 éléments saillants, réutilisation de la brique, réutilisation de la charpente, les 2 éléments étant porteurs. Voilà, c'est ça. Alors, on a aussi limité les risques. Alors, la charpente, c'était assez facile, parce qu'on connaît les caractéristiques du bois. On a fait les essais nécessaires pour pouvoir les réutiliser, pour connaître la classification du bois et donc faire des calculs de charpente avec ce classement-là. Pour les briques, on a limité le risque. On ne porte pas des planchers avec, on porte des éléments de charpente. Et surtout, on les réemploie selon le DTU des éléments de maçonnerie, de petits éléments de maçonnerie. Donc c'était très cadré. On avait un contexte qui nous permettait de faire des choses bien, on pense, et limiter les risques. Voilà. J'avais cru comprendre que le fait que les briques soient in fine porteuses n'était pas forcément dans l'intention du projet, dans l'intention initiale. Voilà, alors... Effectivement, au départ, on a des habitudes ancrées depuis longtemps. Les briques, dans un projet neuf, quand on veut faire un parement de briques, on va faire un parement de briques sur un seul rang qui vont être accrochés à la structure. Sauf que là, on rentre dans le cadre d'avis techniques de fabricants et on n'a pas eu l'autorisation. Enfin, c'était très très rapidement, on s'est heurté à quelque chose d'insoluble. Donc pour continuer à réutiliser ces briques et en faire un exemple, on est sorti de cette notion d'avis technique de fabricant et donc on est rentré dans les éléments DTU. Donc on a un peu modifié on a fait évoluer le projet pour que ces éléments de briques deviennent légèrement porteurs, on va dire, avec peu de risques, et pouvoir les mettre en œuvre selon les DTU. Donc je retiens que moyennement de caractérisation adaptée, on arrive à faire des éléments entre eux, mais moyennement. Parce que du côté du contrôle technique, du coup, il n'y avait pas de marquage chez eux sur les briques, Mathieu Chaumerger. Ça devait être l'angoisse pour vous, non? Non, ça ne nous empêche pas de dormir. Mais effectivement, il y a une qualification immobilière une qualification des matériaux qui a été réalisée sur les briques, donc sur des lots homogènes. C'est-à-dire que lors de la déconstruction, les briques ont été entreposées, ont été analysées, des essais ont été réalisés sur ces ouvrages.
Et on a pu définir que ces éléments pouvaient être réemployés selon certaines configurations. Et c'est là que, justement, on a pu les réemployer selon le DTU. En fait, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que le DTU, enfin, on l'oublie souvent, mais dans le DTU, il y a deux parties. Il y a la partie 1 qui est la partie fabricant, donc ça c'est finalement l'usinage des matériaux, et la partie 2 qui est la mise en œuvre. Donc la partie 2, on peut la respecter en réemployant des matériaux, c'est finalement la mise en œuvre sur chantier. C'est la partie 1 qui pose problème, puisque ce qu'on utilise, enfin ce sur quoi est basé le DTU, c'est les matériaux issus des usines des fabricants, qui sont effectivement avec un marquage CE, qui sont homologués, qui ont subi des tests, etc. Dans le cadre de réemploi, cette partie 1 n'est jamais respectée, et c'est pour ça qu'il est demandé des preuves d'essai et d'usage des matériaux réemployés. En même temps, vous présentez tous les choses comme si ça s'était super bien passé, sans difficulté, sans discussion, sans combat acharné. C'est pas tout à fait ce que vous m'avez dit pris individuellement. Non, Clémence, par exemple. La première chose, c'est que c'était très long. Toute cette... Oui, parce qu'on n'a pas dit sur toutes les tests, on a l'impression que les tests, ça se fait facilement, mais moi, c'est quelque chose que j'ai découvert, c'est que c'est bien plus compliqué que je le pensais à titre personnel. Alors, ce qui était long, c'était les tests, mais c'était surtout tous les échanges entre nous, parce que le principal échange, ça a été de savoir les matériaux, comment on les caractérise. Donc là, par exemple, pour le cas des briques, c'était... Selon quel process, autrement dit Oui, et comment on démontre en fait que justement toute la partie 1 du DTU est respectée. Donc ça a été beaucoup d'échanges et de propositions de la maîtrise d'œuvre, de retour, d'aller-retour, des échanges avec les assureurs, voilà, pour in fine se mettre d'accord à la fin. Après, une fois qu'on est d'accord sur quel test on réalise, comment on formalise les choses, ben là on passe sur les tests en tant que tels, qui peuvent être longs, puisque par exemple sur le gel-dégel, on doit faire un certain nombre de cycles qui prennent du temps. Long, c'est combien de temps dans le cas de l'IoT ? À la fois sur le bois et puis sur les briques ? Je pense que tout le processus a, on va dire, 1 an. Ouais. Un an tout compris, c'est-à-dire de la phase de définition des tests jusqu'à l'obtention des résultats ? C'est ça. Qui par chance étaient positifs dans le cas qui nous occupe, mais on peut aussi avoir des résultats négatifs. Les résultats étaient positifs parce que avant de se lancer sur la grosse caractérisation, quand on parle que la maîtrise d'œuvre fait attention aux risques, c'est qu'on avait quand même envoyé déjà des éléments en labo. Mais pas le gisement homogène qui était demandé, mais en fait on avait déjà sélectionné, nous on avait déjà identifié que le gisement était homogène, on avait envoyé déjà 20 ou 30 briques en labo sur des essais qui coûtaient pas très cher pour être sûr déjà filtrer que ce soit bon. Une fois que c'était bon, là on a pu faire un peu les essais officiels voilà, qui permettaient je sais pas, de rassurer tout le monde. Mais donc, on a quand même balisé les choses à chaque étape et en allant vraiment étape par étape pour faire les choses correctement. Les essais, on les fait où ? Accessoirement, ça peut sembler une évidence, mais j'ai découvert moi aussi des éléments. Ça dépend des matériaux. Les premiers essais sur les briques, on allait les faire en Belgique, puisque eux ont l'habitude de caractériser les briques. C'est le sport national. Et le bois ? Pardon ? Et le bois. Et le bois, voilà. Et le bois, on avait moins d'inquiétude, donc on n'a pas fait forcément de pré-essai. Voilà. Et ensuite, on est passé sur un laboratoire parisien pour les essais formalisés qui ont permis de rédiger les preuves à l'emploi qui font remplacement de la fiche technique fabricant qui n'existe pas. Tous ces éléments, j'allais dire... D'abord, qui paye tous ces tests ? Parce que ça peut sembler une évidence, mais là, pareil, j'imagine qu'il y a un surcoût qui est réel. Donc, qui paye tous ces tests dans le cas de cette opération ? Parce que j'imagine que les configurations peuvent varier. Alors, sur cette opération, c'est la CEA qui a pris en charge l'ensemble des tests. Donc, il y a un coût de test. Et qui l'avait anticipé ou qui, devant la difficulté, a accepté de suivre ? Disons qu'en fait... il l'avait anticipé, enfin je parle aussi sous tout couvert, mais c'est que c'est anticipé, oui et non, c'est qu'il y a un budget d'opération et que dans tous les cas, les tests doivent rentrer dans le budget de l'opération. Donc quelque part, on n'achète pas la matière, mais on a des surcoûts ailleurs, sur la remise en œuvre, sur les essais, enfin, sur le nettoyage, on a différents surcoûts. Et tout ça, ça s'inscrit en fait dans un budget qui est maîtrisé par l'équipe de maîtrise d'œuvre et qui, in fine, n'augmente pas.
La difficulté, c'était justement on va dire la caractérisation, la notion de substitution d'un fabricant. Et ça, c'était une notion qu'on n'avait pas anticipée. Et c'est ça qui a pris beaucoup de temps de négociation avec les assureurs, le bureau de contrôle, et donc de nouveau un engagement du maître d'ouvrage pour continuer et aller jusqu'au bout de la démarche. C'est ce volet-là qui a un peu grippé la machine en fait pendant la phase de conception. Mais au final, du fait des délais assez longs de conception, de validation, tout ça a été noyé dans le temps, mais effectivement, ça aurait pu bloquer un certain temps les études. Alors effectivement, Arnaud Piémont, j'ai ouï dire qu'à un moment donné, tous les acteurs s'étaient réunis en compagnie de leur assureur pour évoquer le sujet, preuve que ça ne doit quand même peut-être pas être si fluide que ça. Je peux demander ce que vous êtes dit quand vous êtes réunis, tous entre assureurs comme ça? Alors moi personnellement, j'étais pas à cette réunion. Alors vos collègues. Mais voilà, je sais qu'il y a eu un retour positif de toutes les... cette manière constructive d'approfondir le sujet du réemploi grâce à la maîtrise d'ouvrage et aux assureurs des acteurs de conception qui étaient présents. Je pense qu'il y a eu une prise de conscience justement qu'il fallait bien qualifier les matériaux et leur assurabilité. Et il y a eu un point important qui a été l'extension de la mission spécifique REM au contrôleur technique, donc on peut peut-être avoir un mot après, pour justement baliser et un peu réduire le risque pour que justement les choses soient plus encadrées. Avec le maître d'œuvre de réemploi et du contrôleur technique, effectivement, il y a eu ce sujet de discussion des briques là, dont on a parlé. Il y a eu des discussions sur la quantité de l'échantillonnage, sur le nombre de briques par gisement peut-être à prendre et à faire envoyer au laboratoire. Ça permet vraiment de se rassurer, c'est quand même in fine ce qu'il faut retenir. Mais ce dont j'ai l'impression, c'est que somme toute, on aurait quasiment pu commencer par là, c'est-à-dire que, alors pas l'ensemble de l'opération, entendons bien, mais faire travailler à un moment donné ou faire se rencontrer à un moment donné les assureurs des différentes parties prenantes pour voir le niveau d'exigence que chacun d'entre eux pouvait avoir. On se dit qu'on a l'impression que c'est par là, puisque ça vous a permis par ailleurs de définir les tests qui vous semblaient incontournables, tous autant que vous êtes. Alors c'est pas forcément à l'assureur de définir quel test il faut avoir, hein. Nous on reste vraiment dans technique courante, technique non courante, mais il faut qu'on puisse se raccrocher à quelque chose pour qu'on puisse avoir un avis favorable ou un risque moins élevé de la part de l'ensemble des constructeurs et sur ce qu'ils vont construire, puisqu'effectivement on n'aura pas de recours vers les fabricants. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que plus on travaille en amont, plus on fait de la prévention des risques et de l'analyse des risques en amont, c'est ce qui est le plus important sur cette opération. Et du coup, effectivement, Mathieu Schomberger, sur cet échange entre assureurs et sur le rôle qu'a pu y jouer à un moment donné le contrôle technique. Je crois que vous n'étiez pas présent, vous non plus, sur l'opération à ce moment-là, mais les retours que vous avez pu en avoir, j'imagine quand même que vous discutez un petit peu en interne du côté de Socotec. Oui, c'est pas. Disons que d'un point de vue assurantiel, les missions de contrôle technique sont normées. La mission de contrôle technique, c'est une norme, c'est la NFP 0300 et la loi Spinetta. Donc il y a des missions, en fait, missions solidité, sécurité incendie, accessibilité, etc., qui définissent un cadre. Et aujourd'hui, dans le réemploi, cette mission n'existait pas chez le contrôleur technique. C'est-à-dire que, comme déjà évoqué, le contrôleur technique émet des avis vis-à-vis de dispositions réglementaires, de normes, de DTU, dans le cadre de ces missions. Et la mission réemploi, elle a dû être créée, donc elle s'est créée plus ou moins en même temps que le chantier l'IoT. Enfin, c'est en constante évolution, donc c'est quelque chose qui est assez nouveau. Mais disons que elle s'est créée, vous l'avez inventée de manière ad hoc, autrement dit? C'est-à-dire que d'un point de vue assurantiel, il fallait qu'on puisse définir, dans le cadre d'une mission, la mission du contrôleur technique, définir le cadre, définir le fait qu'il y ait besoin d'une mission de qualification des matériaux, de preuve à l'essai, de définir sur quel référentiel va se baser le contrôleur technique pour formuler ses avis, puisque nous, on a aussi une dommage ouvrage, assurantiel, etc. Donc tout est une question de cadre. Donc aujourd'hui, chez Socotec et chez certains autres de nos confrères, il y a des missions spécifiques au réemploi. Ça, c'est un sujet important et qu'il faut aussi anticiper, puisque dans le cadre des consultations ou des projets en réemploi, c'est une mission qui doit être intégrée à la consultation. C'est-à-dire que le bureau de contrôle, dès la phase conception, consultation
du chantier, il doit savoir qu'il va y avoir du réemploi, qu'il puisse prévoir cette mission qui est définie et dont le montant dépend des matériaux réemployés. On parlait tout à l'heure de massification, c'est-à-dire que demain on se dit qu'on réemploie des faux plafonds, c'est plus simple à gérer que si on réemploie des faux plafonds, des portes, des blocs de secours, des briques, des tuiles, etc. La mission n'est pas la même, l'enjeu n'est pas le même non plus. Donc c'est des choses qui sont à définir dès la conception, le plus en amont possible, avec également les cas d'usage. On l'a évoqué, c'est-à-dire comment ça va être réemployé, est-ce que ça va être porteur, non porteur, est-ce que ça va être intérieur, extérieur, décoratif, etc., etc. Christian Guyonberger, sur le... Alors peut-être, ce qu'on peut commencer, parce que je vois que le temps passe, ce qu'on peut commencer peut-être à analyser, les pistes d'amélioration possibles, hein, quand on parle de réemploi, on a commencé à évoquer le sujet, mais vous m'avez dit notamment que l'IoT, ça avait été quelques nuits de cogitation autour d'un certain nombre de méthodologies. C'était quoi ces nuits de cogitation ? Ça rejoint ce qu'on a dit de la nécessaire adaptation des entreprises de déconstruction. L'IoT, ça commence à dater un peu. On était sur une intervention de déconstruction en 2022-2023. On était sur un chantier complexe en conception-construction. C'était la première grosse opération de ce type-là pour le groupe qui empilait les contraintes avec une déconstruction urbaine en plein cœur de la ville, d'un R+3 du toit jusqu'au sous-sol, avec une clause de réemploi et avec, comme on l'a dit, des contraintes importantes en termes de dépollution de sol. Ce qu'il faut imaginer, c'est qu'en fait, on doit, à un moment, pour revaloriser et déconstruire de manière sélective, on doit démonter le bâtiment dans l'ordre inverse de sa construction. Sauf que vous n'avez pas le plan. C'est pas comme chez Ikea où vous savez comment monter votre meuble. Là, vous n'avez pas le plan pour démonter votre ouvrage. Et que certaines techniques constructives sont peut-être perdues accessoirement, c'est-à-dire qu'on ne construisait pas de la même façon il y a un siècle et demi qu'aujourd'hui, a priori. Alors, je dirais que quand c'est homogène, c'est beaucoup plus facile. La particularité de l'IoT, c'est que vous partez d'un bâtiment, d'un patrimoine militaire qui a été reconverti une fois, deux fois, trois fois en hôpital. Donc en fait compte, on avait tout un tas de réhabilitations lourdes qui ont été faites et qui faisaient que d'un bâtiment à l'autre et même d'une travée à l'autre, vous n'avez plus du tout les mêmes dispositions constructives. Donc vous découvriez finalement des contraintes de déconstruction à l'avancement. Vous n'aviez également pas les connaissances exactes de la manière dont étaient scellés certains éléments. Par exemple, on devait démonter l'ensemble des encadrements de grès. On est en Alsace, donc c'est quelque chose d'une valeur patrimoniale importante, donc un enjeu important. Sauf que finalement, on n'a jamais su, avant de commencer à faire des essais de déconstruction, si ces éléments grès étaient porteurs ou pas, ou s'ils étaient simplement des parements. Donc les cogitations, c'est que à un moment, vous avez des objectifs et à un moment vous devez les atteindre. Avec l'intérêt de l'IoT, c'est que ça avait le défaut de ses qualités, c'est que le cahier des charges était très 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 précis. C'est-à-dire que vous saviez précisément quels matériaux étaient déjà anticipés pour être employés et quelle quantité de matériaux vous aviez l'obligation de mettre à disposition. Avant d'aborder peut-être le dernier point que je souhaitais voir avec vous aujourd'hui, un mot peut-être Arnaud Piémont sur du point de vue de l'assureur, qu'est-ce qui vous simplifierait? Donc on comprend qu'on est encore dans un work in progress, que les responsabilités, les process sont loin d'être stabilisés, mais d'ores et déjà en tant qu'assureur, qu'est-ce qui vous simplifierait la vie? Donc qui simplifierait la vie des opérations, si on considère que l'assurance construction est obligatoire de toute façon, qu'est-ce qui vous simplifierait la vie pour prendre en charge des projets? Et peut-être pour sortir de ce cas par cas que vous savez apparemment bien faire, mais comment sortir du cas par cas? Revenir dans des techniques courantes de construction, c'est-à-dire que je pense qu'il faut que les filières, les sociétés, les entreprises s'organisent pour qu'elles mettent en place des règles professionnelles, des recommandations qui après
vont être proposés à la C2P et passer dans le domaine de techniques courantes. Alors ça commence à venir. Hein. On a bien vu la réglementation, le guide structurel là, sur le réemploi des structures métalliques là, qui est sorti il n'y a pas longtemps. Donc il y a des choses qui commencent à arriver. Je pense que ça va vraiment être c'est le point essentiel pour nous en tant qu'assureurs. Technique courante, et ben voilà, on est tous rassurés, bien évidemment. Et en attendant, parce qu'effectivement, c'est un travail, Marie-Angèle l'a très bien dit, c'est un travail, si ce n'est au long cours, du moins au moyen cours. En attendant, lors de la préparation, vous m'aviez dit que parfois vous aviez le sentiment que le réemploi était dissimulé au fin fond des documents de consultation, qu'une meilleure visibilité serait la bienvenue. C'est sûr, c'est plus facile. Ça permettrait vraiment aux entreprises, quand elles vont répondre au marché, de se dire attention, il y a du réemploi, attention, il faut que ça fasse tilt pour se dire voilà, je vais quand même aller voir mon assureur, je vais lui expliquer le problème, il faut qu'il m'apporte une réponse. Et nous, on sera là pour les accompagner. Même question sur les voies d'amélioration possibles. Donc, encore une fois, à long terme, on a bien compris hein, le développement de référentiels qui permettent d'industrialiser les manières de faire. Mais en attendant, Diane. Alors, je pense que pour pouvoir massifier l'utilisation de matériaux de réemploi, pour moi, c'était un peu comme effectivement, vous l'aviez... On en avait parlé c'est un peu comme la question du bois local. Hein. Il va y avoir une nécessaire implication du maître d'ouvrage, des maîtres d'ouvrage dans cette question de réemploi, puisque la difficulté aujourd'hui en termes de conception, c'est de savoir quels sont les matériaux à disposition et d'avoir la notion d'avoir connaissance de la ressource disponible très en amont, puisque dans la conception, il faut qu'on connaisse tout ce dont on a à disposition. Donc ça veut dire pouvoir avoir une capacité de pouvoir soit réserver, soit acheter en amont, donc d'avoir que le maître d'ouvrage puisse à un moment donné s'impliquer très en amont. Donc qu'est-ce que c'est ? C'est acheter des matériaux en amont, les stocker ou les réserver. Et ça, c'est fondamental, parce qu'on ne peut pas déposer un permis sans connaître le système constructif, des éventuelles teintes, d'un point de vue aussi détail de construction et donc validation du bureau de contrôle pendant les études. Il faut qu'on ait tous ces éléments-là. Donc voilà, la notion d'implication du maître d'ouvrage, elle est importante, ou en tout cas d'avoir des plateformes dédiées qui soient extrêmement performantes justement dans la qualification des matériaux, dans la mise à disposition. Le sujet est vaste. Donc en un sens, un travail des maîtres d'ouvrage, un travail en local de recensement, de pré-caractérisation, alors sans engagement performantiel, mais de caractérisation, de mise à disposition, de disponibilité. Oui, c'est ça. Je pense que c'est le fait de savoir 1 an ou 2 ans en avance, avant le démarrage du chantier, quels sont les matériaux qu'on a à disposition, quoi. Sans ça, c'est difficile. On navigue un peu à vue, quoi. Même question à Clément sur ces pistes d'amélioration. Sachant que tu m'avais dit en amont que somme toute le réemploi ça serait gagné quand on n'aurait plus besoin de BOMA, quand BOMA disparaîtrait. On ne le souhaite pas tout de suite quand même, mais sur quoi on pourrait s'améliorer dans l'immédiat ? Moi je pense que sur la partie qui nous coûte le plus au quotidien, ce serait que nous, toutes les personnes dans l'équipe, puissent passer plus de temps sur la technique et sur... la vraie mise en œuvre des matériaux, lever les freins logistiques. Extrêmement en colère quand on en a parlé vendredi après-midi, cette question-là. Oui, c'est ça. Oui, ça va un peu en colère. Enfin, de passer plus de temps justement sur nos métiers, par exemple d'ingénieur ou d'architecte, plutôt que de la bureaucratie ou des réunions pour se mettre d'accord sur comment on va écrire le papier pour que derrière... ça aille bien. Et en fait, je pense qu'on réduirait le risque parce qu'in fine, le risque, il est principalement assumé par le maître d'ouvrage, par les maîtres d'œuvre et par les entreprises. Enfin, on va être les premiers en première ligne le jour où il y a un vrai sinistre. Alors, certes, c'est pas nous qui allons forcément payer, mais en tout cas, je pense que tous ces professionnels-là
font tout pour que le risque disparaisse. Voilà. Ce qui veut dire que tu as l'impression parfois que les procédures formelles ou un certain formalisme moi, je les trouve actuellement prend beaucoup... le pas sur une véritable gestion du risque. C'est ça. Moi, je trouve qu'elles sont pour l'instant beaucoup trop lourdes et que du coup, le volume d'honoraires et le temps qu'on va passer sur un chantier, de toute façon, il sera toujours le même. Si on passe moitié de notre temps à justement justifier ce risque, eh ben, c'est moitié du temps qu'on ne passe pas à étudier, à baliser ce risque, à faire en sorte que les pièces soient parfaites, que les détails soient bien conçus. Et moi, ce qui nous coûte au quotidien, c'est plutôt ça. On gagnerait peut-être, ça va venir avec la maturité, à passer moins de temps là-dessus et le passer justement sur la vraie technique. Mais on fait comment? Parce que je comprends bien le reproche à l'organisation générale, mais on fait comment justement pour passer moins de temps sur le formalisme? La piste, ce serait déjà sur certains matériaux se poser moins de questions. Voilà. Quand l'anecdote de vendredi, je disais qu'on peut passer 2 heures de réunion sur le choix d'un abattant de toilette, ça fait peut-être rire, voilà, mais en tout cas... Ça te faisait moins rire vendredi. Voilà, non, parce que moi je trouve qu'on n'a pas de plus-value en fait à travailler là-dessus. Moi, je préférerais plutôt travailler sur le mode de fixation de ces toilettes ou sur des vrais sujets, parce que l'abattant, mais c'est des vrais sujets en fait de notre quotidien. Donc, je pense qu'il faudrait reprendre un peu de hauteur sur justement ces risques et mettre l'énergie au bon endroit, parce que l'objectif, c'est qu'il n'y ait pas de sinistre. Nous, c'est notre objectif premier. Mathieu Chamberger, quand on a préparé encore une fois cette table ronde, vous étiez celui qui tenait le discours, j'allais dire, le plus radicalement régionaliste, ou en tout cas le plus local, j'allais dire, dans une organisation, en soulignant l'importance d'une implication des acteurs locaux pour un développement du réemploi. Vous êtes toujours sur cette position ou entre-temps vous avez réfléchi et puis non? Si, je pense que, ça c'est mon avis personnel. On parle aujourd'hui d'environnement, de réemploi. Pour moi, le réemploi ne peut se faire à la limite qu'au travers d'une organisation locale. Quand on va réemployer des matériaux, ça me semble logique, mais c'est plus une logique à la limite personnelle, de se dire on va réemployer des matériaux qui viennent de la ville voisine plutôt que du pays voisin. Après, effectivement, entre-temps, j'ai échangé avec notre direction technique à Paris et il se trouve qu'on a sur Paris un projet de réemploi avec un grand nombre de briques, et de briques qui viennent d'Europe du Nord. Donc, disons que le réemploi, je pense qu'il peut se faire de différentes manières, via des plateformes, il peut se faire localement, il peut se faire régionalement, nationalement, voire même internationalement, mais moi, mon avis, c'est que le réemploi, il faut quand même le travailler localement. On a de la matière localement pour réemployer certains matériaux. Alors effectivement, ça va dépendre des projets. Si vous faites un projet d'envergure, on parlait de ressources tout à l'heure, les ressources peuvent être difficiles à trouver sur un secteur géographique restreint. Néanmoins, on peut faire du réemploi tous les jours et sur beaucoup de chantiers avec des matières qu'on a sur le territoire. Et Christian Guggenberger, avant de prendre quelques questions dans la salle, Christian Guggenberger, vous étiez plutôt sur un modèle plateforme quand on en a parlé. C'est-à-dire que pour vous, le développement passait nécessairement par la capacité d'un certain nombre d'acteurs à se spécialiser ou se s'hyper-spécialiser dans un certain nombre d'éléments constructifs. Même question, entre-temps, vous avez évolué ou vous êtes toujours sur cette position? Non, ce qu'il faut comprendre, c'est pour une entreprise de déconstruction. La gestion du réemploi, quand le maître d'ouvrage aval est associé, est, je ne dis pas aisé, mais est réalisable, puisque on sait précisément, au moment de déconstruire, ce qu'on doit trier, enfin ce qu'on doit déconstruire de manière sélective, mais surtout comment le conditionner et où le mettre. Donc ça permet de maîtriser l'ensemble de la chaîne de production. La difficulté dont je vous ai fait part, c'est quand, pour des questions sociétales et d'affichage, les maîtres d'ouvrage imposent des clauses de réemploi dans des marchés, mais en demandant des constructeurs de lui proposer de le faire rêver, entre guillemets, en lui disant tiens, j'ai identifié dans le diagnostic ressources tel et tel matériau, et je vous promets, je vais faire du réemploi avec cela. Le déconstructeur ne dispose pas forcément d'outils fonciers et de réseaux de commercialisation pour aller au bout de sa promesse. Donc, à un moment, alors régulièrement, effectivement, on va pouvoir... D'outils fonciers comprendre de lieux de stockage. De lieux de stockage. Donc, il va y avoir des opérations sur lesquelles toutes les planètes vont être alignées et on va très aisément parvenir à déconstruire de manière sélective et commercialiser
très rapidement derrière. Mais on voit que régulièrement, entre ce qu'on avait imaginé et la réalité, on va déconstruire, on va conditionner, et après il y a un grand vide, puisqu'on ne trouve pas spécialement de repreneur immédiat pour ce type de matériaux. Et là, finalement, vous rentrez dans un cercle qui n'est plus du tout vertueux, puisque vous devez charger, transporter, stocker, redéplacer 3 fois dans votre dépôt les matériaux que vous avez conditionnés, voire peut-être un an après, les mettre en décharge, puisque vraiment vous en avez marre de les déplacer, d'ailleurs ils sont cassés. Je peux prendre un exemple très parlant d'un bloc de granit magnifique, de bloc de marbre magnifique qu'on a récupéré sur un chantier, qui intéressait absolument toutes les marbreries qu'on a interpellées, mais il disait on sera intéressé le jour où on saura quoi en faire. Donc gardez-le au chaud, et le jour où on aura une commande qui correspond exactement à ce bloc, on vous l'achètera. Ce bloc, il est toujours là, ça fait 3 ans qu'il est au milieu de la cour. Et le stockage a un coût. Et le stockage a un coût, il prend de la place, et comme dit, à la fin, le risque du matériau, le produit peut se dégrader et devenir à la fin non plus commercialisable. Merci, merci à tous les 5. On a un peu de temps pour prendre quelques questions, donc s'il y a des questions dans la salle, c'est le moment ou jamais. Il y a des questions en plus. Tu nous fais un signe, Fanny, quand on déborde ? J'avais une question, mais plutôt à destination de la maîtrise d'œuvre. Concernant le chantier du Lyoté, est-ce que vous sauriez dire si aujourd'hui le chantier aurait coûté plus cher si vous l'aviez fait neuf que le prix qu'il a coûté grâce à la perspective du réemploi que vous avez faite? Alors on a fait le calcul, les matériaux réutilisés coûtent beaucoup moins cher. À matériaux égal, la maîtrise d'œuvre, la maîtrise d'ouvrage a fait des économies parce que les matériaux disponibles, ça a coûté moins cher. Tout compris, y compris les tests ? Oui, tout compris. En revanche, dans la réalité, c'est un peu plus difficile à quantifier que ça parce qu'on a fait une conception en fonction de ces matériaux-là. La conception aurait peut-être été différente avec des matériaux neufs et on aurait eu des systèmes un petit peu différents qui auraient peut-être coûté au moins le même prix. Aujourd'hui, ça coûte beaucoup moins cher. En tout cas, voilà, on a fait. J'ai plus les chiffres en tête, mais il y a une réelle économie. Beaucoup, c'est moitié moins. Madame Gardin de la CEA peut. Bonjour, Lisa Gardin, c'est maîtrise d'ouvrage pour Lyoté. Donc effectivement, on a demandé, nous, avoir un comparatif sur ce que ça nous a coûté, mais il se trouve que ça nous a coûté, à mon sens, pas très cher parce qu'on était dans un montage avec le PFA. GCM a répondu à un marché pour le PFA. Je ne sais pas si ça a été chiffré suffisamment ou pas par rapport effectivement à l'effort fourni pour la destruction, pour le stockage. Bon. Donc on a racheté des matériaux à un coût tout à fait honnête. On a demandé à Nunc de pouvoir estimer ce que ça aurait coûté. Il y a des choses qu'on ne peut pas vraiment valoriser, c'est-à-dire effectivement des encadrements de fenêtres, des bois de fenêtres pour faire du mobilier, etc. On ne sait pas. Donc oui, on est gagnant, je pense surtout dans la posture et l'envie d'aller vers quelque chose de vertueux. En revanche, Socotec, l'avenant au contrat a un coût. Évidemment, l'ensemble des tests qu'on a dû réaliser ont un coût. Bon, ça a été provisionné, si vous voulez, dans mon temps opération. Mais dans le fond, je ne sais pas s'il faut se dire qu'on gagne beaucoup d'argent. Voilà. On est dans un cercle vertueux. Ce que j'entends en tout cas, c'est que ça ne coûte pas forcément plus cher de faire du réemploi, parce que c'est aussi une petite musique qu'on entend parfois, que faire du réemploi, ça coûte beaucoup plus cher. Alors, voilà. Donc j'entends que ce n'est pas si évident que ça. Dans le cadre spécifique de cette opération, parce que PFA, parce que GCM, parce que quelque chose de grosse opération, de gros volume, non, ça ne coûte pas plus cher, mais ça ne coûte pas beaucoup moins cher. Apparemment, c'est bien. On a bien vu maintenant.
Merci beaucoup. Je vais essayer d'être rapide parce qu'il reste 4 minutes a priori dans le programme. Andrea Kamel, Initiative Durable, félicitations pour cette table ronde et les discussions très riches. À titre personnel, j'en ressors avec plein de billes et des pistes de réflexion. Je pense qu'on aurait pu encore passer 2 heures pour en discuter. Un grand merci à l'animateur qui le fait divinement bien. Merci. Ma question s'adresse à Monsieur Schomberger. Donc, on est dans un cadre où il y a des contraintes, des pourcentages à respecter, mais juridiquement, il n'y a aucun accompagnement. Donc, on est dans le test. Et on compte beaucoup sur l'engagement des différents acteurs à leur conviction personnelle pour aller jusqu'au bout des choses. Donc un grand merci pour tout ce que vous faites et bravo. Enfin, je vous souhaite une très bonne visite. Salut. Ma question du coup concernant comment ça s'appelle, c'est un petit peu compliqué, les missions de qualification immobilière que vous faites dans ce contexte juridique où c'est un petit peu flou et où les assureurs ont un petit peu peur de s'engager. Du coup vous visez forcément monsieur Piémont. Quelle est la force juridique de vos missions de qualification immobilière et s'il se passe quelque chose, dans quelle mesure vous et votre expertise et donc ces attestations peuvent être engagées juridiquement? Merci. Merci pour cette question complète. Et pointue pour le coup. Pointue, je ne sais pas si j'aurai toutes les réponses. Je pense qu'aujourd'hui, le qualificateur des matériaux, enfin celui qui fait les essais et qui définit les essais, qui s'engage finalement sur ce qui est à réaliser, engage sa garantie décennale. C'est-à-dire qu'il prend aussi une part de responsabilité dans le projet, au même titre que les différents intervenants. Juridiquement, aujourd'hui, ça reste quelque chose sur lequel on n'a pas beaucoup de retours d'expérience, c'est-à-dire qu'il faudra des expertises pour voir comment les assureurs, comment en cas de sinistre, les torts sont répartis. Ce qu'on essaie de faire sur les différents projets qu'on a en réemploi, c'est en tout cas de définir le cadre le plus juste possible, finalement, avec des missions qui sont définies, avec des qualifications immobilières qui sont précises pour qu'à un moment donné, les risques soient limités. Il ne faut pas oublier que notre mission, c'est de contribuer aux aléas techniques. Alors une qualification immobilière, ça veut plus ou moins tout et rien dire. Enfin, c'est pas que ça veut tout et rien dire, mais elle est plus ou moins complexe en fonction des matériaux qu'on réemploie et du volume qu'on va réemployer. Donc ça peut être à la fois onéreux et complexe à réaliser, ou simple, si maintenant vous réemployez pour une pièce, des faux plafonds par exemple. Ça peut être très simple à réaliser. Mais il faut qu'à un moment donné, ce risque soit pris par une entité qui réalise cette mission-là. On a le temps pour combien de questions encore, Fanny? Je te laisse arbitrer. Ok, alors je te laisse distribuer comme tu veux. Bonjour. J'ai une question concernant l'échantillonnage en fait. Est-ce que vous pouvez vous présenter Pardon, excusez-moi. Donc Brice Colbel, je suis un industriel. On s'intéresse ardemment au réemploi. Et j'ai une question sur la méthode d'échantillonnage et le niveau d'échantillonnage qui a été employé sur le collège. Par qui a-t-il été défini? Est-ce qu'il a été acceptable directement par l'assureur ou par le bureau de contrôle, sachant que plus l'échantillonnage est bas, plus du coup les coûts sont élevés et plus le réemploi en lui-même est élevé. Je vais prendre une partie de la question, enfin de la réponse. Les essais en fait sont réalisés en fonction des matériaux qu'on va réemployer et on en a parlé de l'homogénéité, c'est-à-dire que si vous arrivez à obtenir un lot homogène d'éléments, des briques, des tuiles, peu importe quel que soit, des portes, ça peut être n'importe quoi, on va réaliser un certain nombre d'essais, donc ça c'est à définir effectivement, mais c'est pas pharaonique, hein. Je pense que sur l'UET c'était quelques dizaines potentiellement d'éléments pour justifier de l'ensemble. Donc c'est pour ça que l'homogénéité est très importante et la ressource est très importante. Si maintenant le réemploi est issu de plusieurs ressources, il va falloir réaliser des essais sur chaque ressource. Donc ça c'est effectivement à définir, les règles d'échantillonnage, les essais qui sont pertinents également, donc ça va dépendre de l'usage, est-ce que ça va être structurel, non structurel, intérieur, extérieur. Est-ce que c'est une négociation complète? Je crois comprendre aussi que la question est celle-là, est-ce que c'est une négociation, est-ce qu'il y a des allers-retours entre acteurs, entre assureurs, etc. Comment ça se passe exactement? Je pense avoir compris, oui.
Disons oui, il y a des échanges qui sont réalisés entre les différents acteurs. On peut peut-être donner l'exemple de comment ça s'est passé sur Lyotet. On a proposé ce qu'on appelle un gisement homogène, donc par exemple qui était de 2 types de briques. Une fois qu'on a déposé, on a vu qu'il y en avait peut-être à peu près 2 des gisements différents. Et après, ça fait de manière très artisanale, puisqu'on s'est retrouvé sur site avec Socotec et qu'on a pris une brique par palette. Voilà. Et on s'est mis d'accord en fait ensemble sur place sur ce qu'on allait envoyer ou pas au labo. Donc ça, c'est très dans la négociation et dans le... Là, pour le coup, quand je disais que des fois on n'était pas assez technique, là, pour le coup, on était technique puisqu'on était au plus proche de la matière et assez pragmatique sur l'approche. Arnaud Piémont, vous souhaitez... Sur 300 palettes, oui. Je crois qu'il existe une notice méthodologique là, établie par l'ADEME et le CSTP, justement le guide de caractérisation des briques. Donc c'est un document qui pourrait être Spirou, vous faites allusion. Voilà, c'est ça, Spirou, qui pourrait être retrouvé, qui pourrait être, je pense, une bonne base de réflexion. Mais c'était avant. L'échantillonnage sur Spirou est de 1 brique pour 1000. Donc ça fait 1 brique tous les 15 mètres carrés. Donc sachant tous les essais qu'il y a à faire, vous êtes à peu près à 4 € par brique. En fait, pas 4 € tous les 15 mètres carrés d'essai, quoi. On était sur un échantillonnage plus bas, là, sur l'opération, du coup. Oui, est-ce qu'on arrive à donner une fourchette, alors peut-être pas rentrer, mais effectivement une fourchette de coût, parce que là, je crois aussi, vous faites un calcul rapide que j'ai moi-même du mal à suivre, mais on arrive à avoir un pourcentage, une masse, quelque chose en termes de... mais c'est pas en détaillé, mais un ordre de grandeur? Je dirais 10 000 €. Ouais, non, plus. Madame Gardin. Oui, peut-être Madame Gardin. Alors 14 000 € pour les 14 000 €. Pour une opération qui sort à combien L'opération, le coût travaux, c'est 17 millions aujourd'hui, à peu près. Oui, Le coût de l'opération. C'est ce qui ne semble pas considérable à la fin en termes de 14 000, pourcentage. c'est uniquement la partie test, je pense. Et oui. Il y avait encore 15 000 pour les... Pensez à prendre le micro, Diane, parce que je pense pas. Et pour le bois, alors le bois, la méthode a été faite différemment. C'est dans le marché entreprise. Donc c'est après c'est 15 000 € aussi les essais bois à peu près, et qui sont pris en charge par le charpentier après attribution. Quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il me semble avoir vu davantage de... Juste pour finaliser sur la méthodologie des essais, il y a l'Eurocode en parle, l'Eurocode 0, annexe D7, qui définit le contexte d'analyse de risque, les essais à réaliser, essais in situ, statistiques, etc. En fait, il y a des essais et à partir de là, il y a des statistiques qui sont réalisées qui permettent, via un lot homogène, de définir l'ensemble des éléments. Bonjour, Elodie Combilot pour Ecominéraux. J'avais une question plutôt sur la phase de déconstruction. Est-ce que pour vous, comment est-ce que vous avez revu le protocole de déconstruction des différents murs de briques? Et j'avais aussi une question sur le liant de ces briques, puisque je suis très étonnée du prix équivalent par rapport au neuf. Peut-être que c'était un liant au mortier de chaux et pas de ciment. Voilà. Oui, le protocole, comme je vous expliquais, c'est que c'était de la découverte pas à pas. À mesure que le bâtiment s'affaissait, s'abaissait, on essayait de faire différentes planches d'essai en utilisant éventuellement différents matériels même. On a fait des essais à la grue, on a fait des essais à la pelle grand bras, au godet ou à la pince. Et donc finalement, on a dû être très adapté. S'adapter beaucoup pour essayer de trouver le meilleur process pour trier ces briques. Concernant le liant, oui, tout ça, ça a été rendu possible puisque ces briques étaient scellées avec des liants à la chaux. Donc, le bâtiment, en fait, tant qu'on ne le touchait pas, était autostable et voilà, les enduits extérieurs et intérieurs protégeaient la brique. À partir du moment où on a commencé les phases de déconstruction et on a commencé à décomprimer les murs, les briques progressivement, les joints des briques se cassaient à force finalement de manipulation. On va dire, il n'y a pas eu d'action de devoir casser
le joint mortier, il s'est peu à peu désagrégé à force de manipuler. Bon, tout d'abord descendre les murs de 3 étages, ensuite les mettre en tas, ensuite les reprendre pour les mettre sur les tables de tri, etc. Et après, il y a eu une dernière opération, c'est celle d'un tri manuel et éventuellement encore, il y a eu des brossages et quelques actions mécaniques pour enlever le mortier qui restait collé sur les faces vues des briques qui allaient être réutilisées. Une dernière question, peut-être 2 dernières questions. C'est pas une question assurantielle, c'est plutôt justement Tu penses à te présenter, Thalie? Oui, pardon, Thalie Marche, une collègue de Fanny, voilà, aussi sur les sujets de bâtiments et d'habitat dans le cadre voilà, de la direction du développement économique. Combien finalement, par rapport à tout ce que vous avez pu déconstruire, déposer, a pu être réutilisé en termes de briques et de charpente finalement? Et du coup, ce que vous n'avez pas utilisé, c'est parti en déchets ou ça peut être. Est-ce qu'il peut quand même y avoir une seconde vie pour ces produits-là ou pas du tout? Est-ce que c'est envisageable ou pas? Et peut-être avec un mot sur le caractère destructif de certains tests. Alors c'est une opération, je pense que c'est vrai qu'on a été par palier de valorisation, donc un maximum de réemploi, et après ce qui n'était pas en réemploi était en réutilisation pour les puristes du terme, mais très peu. En fait, il y a finalement que ce qui était un peu de seconde œuvre, matériaux pétrochimiques à manufacturer, et tout ce qui était matériaux déchets dangereux qui ont fini en vrais déchets. Mais la majorité des choses ont été réemployées, soit dans le cadre de la préparation matière pour le chantier, et après il y a eu pas mal de concassage aussi, des mélanges qui ont été faits, qui sont même partis auprès de l'EMS, auprès de chantiers de GCM. Donc en fait, il y a eu vraiment une stratégie sur le site de faire presque un chantier zéro déchet. Après, je vais laisser la parole à Diane qui connaît les chiffres. Alors, des chiffres à prendre avec des pincettes, parce qu'on n'a pas tous exactement le même, mais c'est des ordres de grandeur. Pour les grès de tous les encadrements, on est à 92% de revalorisation. Donc une partie sur le chantier, une partie qui a été retournée, qui a été pris par l'EMS. Pour les solives, on est à 70% de bois réemployé. Alors, il y a une partie qui sera donc employée en bois de charpente tel quel, dans les mêmes... ce qui est important, c'est que même dans le calcul de la charpente sur le neuf, on a essayé de faire en sorte de garder les sections telles quelles, de même pas avoir de transformation, de les employer là où on en avait besoin de cette dimension-là. Et tout ce qui n'a pas été utilisé est parti chez un menuisier qui va le débiter pour en faire des faux plafonds. Les fenêtres, elles sont valorisées à 96%. Elles vont être réutilisées pour, là c'est on va dire du surcyclage pour faire des panneaux de mêlée-collée. Les tuiles, on ne sait pas encore parce qu'il y en a une partie qui va être pour le remaniement de la charpente du bâtiment conservé et le reste pour faire des murets pour les aménagements extérieurs. Et puis les briques, toutes les briques. Alors c'est vrai qu'il y avait un gisement, on avait calculé à peu près d'1 million de briques. Dans le projet initial, on pensait en réutiliser 300 000. Au final, on a pu en récupérer que 100 000 du fait de toutes les expérimentations sur comment on pouvait les garder. Et tout ce qui n'a pas pu être utilisé est resté sur le site, concassé et va être utilisé en remblai. Voilà. Donc ce qui est intéressant, c'est que c'est pas de la valorisation extrême avec la brique qui reste telle quelle, mais elle n'est pas partie, quoi. Elle est restée sur le site, elle restera sur le site. Et ça, c'est quand même une démarche qui globalement est assez intéressante. Et sur la perte occasionnée par certains tests, Diane, c'est notamment vous qui m'en avez parlé lors de, je pense au bois notamment, sur certains tests destructifs de résistance. Sur le nombre de bois qui est reparti, on a
Non, j'ai cru comprendre lorsqu'on s'est entretenu en amont, j'ai cru comprendre que les pertes au niveau des tests n'avaient pas été neutres. C'est-à-dire que certains tests destructifs avaient impacté une quantité de matière non négligeable. C'est 15%. Ça reste 15%, donc c'est quand même pas, c'est pas rien. Je voulais juste préciser quand même qu'on constate, on a été quand même contraint de constater un certain nombre de matériaux qu'on n'a pas pu réemployer du fait de leur dégradation, le bâtiment étant plus de centenaire. Les briques, effectivement, beaucoup de briques étaient déjà épeauffrées et fissurées avant même la déconstruction, et c'est ce qui a conduit à finalement devoir adapter finalement un certain nombre de quantités. Mais la plupart des gisements ont été revalorisés quasiment en totalité dans la mesure de leur état. Tu veux dire que c'est la fin, Fanny? Alors je te laisse la parole, merci. Mais merci à vous cinq, encore une fois, je pense qu'on peut les applaudir. Merci beaucoup du coup pour tous les intervenants et aussi du coup aux organisateurs, grâce à qui du coup ces échanges ont été préparés avec un petit soin. Voilà. Je vous propose de passer à au prochain programme. Donc, effectivement, mon collègue Olivier est à la recherche de volontaires pour une expérimentation, donc je lui laisse la parole. Merci Fanny. Donc bonjour, je suis Olivier Hervé-Bazin de la DDEA, donc collègue de Thalie, de Fanny et d'autres personnes dans cette salle. Quelques personnes aussi me connaissent ici, mais on a parlé beaucoup des gros éléments du bâtiment, les briques, les poutres, les solives, etc. Moi je suis venu en 2 minutes vous parler des petits éléments du bâtiment comme celui-là. Je ne suis pas venu tout seul, je suis venu avec un petit disjoncteur, voilà, pour les non-initiés. Et parce qu'effectivement, je me dis, et je ne suis pas le seul à me le dire, parce qu'on a sur le territoire Legrand, avec qui on discute, Aguerre, avec qui on discute, que ce type d'équipement, il a une valeur ajoutée. Effectivement, il a été assemblé, j'ai récupéré dans le tableau électrique chez mon beau-frère, il a très peu servi, et il est marqué recyclable, et je trouve ça dommage, parce qu'effectivement, il pourrait être réemployable. Alors bien sûr, il y a des questions assurantielles, bien sûr, il y a peut-être des tests à faire, etc. J'en conviens, mais voilà, je prenais la parole 2 minutes pour vous dire qu'en tout cas, du côté développement économique et territoire aussi, pour faire le lien avec certains industriels qui sont là aussi, voilà, il y a encore de petits éléments dans vos activités, dans vos bâtiments, qui n'ont peut-être pas encore l'objet d'une REP, qui ne font peut-être pas encore l'objet d'une massification ou de test, mais en tout cas que nous, on est intéressés, côté métropole et innovation, à porter un regard attentif et bienveillant sur ces petits éléments du bâtiment. Voilà, donc je suis à votre disposition après la fin des présentations. Merci. Avant de passer à la conclusion, je souhaitais juste vous rappeler que le 28 mars, et je suis désolée Katharina, les slides c'est sur un autre support, donc le 28 mars prochain de 13h30 jusqu'à 14h30, il y a un webinaire retour d'expérience sur le réemploi de la charpente métallique du collège Clémenceau d'Épinal. Donc webinaire organisé par Envirobat avec plusieurs intervenants. Donc, normalement, si vous êtes inscrit sur la newsletter, j'espère que vous êtes inscrits. Du coup, vous allez recevoir et peut-être Katharina va compléter. Sinon, si vous n'êtes pas inscrit, vous pourrez vous inscrire sur notre site Envirobat Grand Est. Merci. Voilà. Et maintenant, du coup, on va passer à la partie synthèse et clôture par Nathalie Jean pour Bertrand. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Fanny. C'est la 4e fois qu'on se retrouve dans ce cadre-là. Un grand merci à tous les participants. Sur cette 4e fois, vous vous rappelez, les premières fois, il y avait des sujets qui étaient beaucoup revenus, justement le risque assurantiel, mais aussi le coût des matériaux, vous l'avez dit, le coût d'un matériau réemployé, les plateformes, depuis il y a eu l'AMI et puis la création des filières. Ce qu'on voit aujourd'hui, notamment sur le risque assurantiel, et un grand merci aux participants qui sont impliqués, c'est qu'on est, j'ai envie de dire, sur un front pionnier. Mais on est aussi dans un processus. Pour arriver, vous l'avez dit, je l'ai retenu, pour devenir des techniques courantes.
Et donc devenir des techniques courantes, eh bien, ça implique justement d'avoir des gens qui sont pionniers, qui prennent des risques, qui engagent un processus. Et il y a un mot qu'on n'a pas dit aujourd'hui, mais qui me semble important, c'est celui de confiance. Confiance entre les acteurs, et pas simplement de la concurrence sur des marchés à décrocher, mais véritablement cette confiance entre les acteurs. Cette confiance, je pense qu'avec, au niveau de la métropole, avec la présidente, avec Anne-Marie Jean, ben, c'est ce qu'on essaye de développer aussi dans ces instances-là, pour de l'interconnaissance, de la confiance, et soutenir des porteurs, notamment sur ces thématiques qui sont ressorties de vous, hein, comme cette problématique assurantielle. J'ai envie de dire que la réalité nous oblige, et vous l'avez dit notamment au niveau du bureau de contrôle, la filière locale, c'est la filière d'avenir. On est dans la ville du 21e siècle. La ville du 21e siècle, c'est la ville du 20e siècle qu'on continue à construire et qui est en pleine mutation, en mutabilité. Dans cet esprit-là, bah, la ville, c'est aussi une ressource. Moi, je suis particulièrement en charge, avec Yannick Roth, qui est ici aussi, du renouvellement urbain. Le renouvellement urbain, on a commencé par un diagnostic sur ce programme qui implique 7 quartiers en renouvellement de l'Eurométropole. Le diagnostic déchets, et j'ai envie de dire ressources, il équivaut à 2 stades de la Méno ou à 5 cathédrales comme celle de Strasbourg. Autant dire qu'on a du chemin à faire et qu'on a ici de véritables gisements où bien sûr beaucoup de ces matériaux, presque à 80%, sont recyclés, mais ces 5% de réemploi, eh bien, il faut les consolider, les solidifier et en faire cette ressource locale dont vous parliez. Donc un grand merci, vous allez aller sur Lyoté qui est aussi dans ce quartier du Neuf en plein renouvellement urbain depuis 2005, dans cette histoire de la ville de la longue durée aussi. Lyoté, c'est un site exemplaire avec plusieurs époques de mutation, vous l'avez dit, militaire, puis voilà, hôpital, hébergement aussi d'urgence avec une histoire compliquée et aujourd'hui une future destination de collège, mais pas seulement, de l'habitat et une mixité fonctionnelle. C'est ça aussi l'esprit du renouvellement urbain, c'est continuer à faire de la ville avec de la diversification d'acteurs. C'est un site complexe, où il y a beaucoup d'ambition. C'est à la fois un site patrimonial, avec différents acteurs, dont la CEA qui a été hyper volontariste, avec l'EPF comme porteur de projet, mais aussi avec des bailleurs sociaux. On n'en a pas parlé aujourd'hui, mais ça fait partie des maillons de cette chaîne vertueuse aussi, du recyclage et du réemploi. Donc voilà, complexité d'acteurs, un site remarquable, très beau. En plus, il fait beau, ça va être génial la visite. Donc merci à vous toutes et tous. Un grand merci à Fanny qui porte à bout de bras aussi ces journées-là et cette thématique et à l'ensemble des acteurs de la collectivité et à vous toutes et tous. Je pense qu'on prend notre part dans ce changement de culture volontariste. Merci beaucoup.